Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèle au programme de Walfadjri. Voilà donc le chef de l'État qui vient de s'adresser à la nation 2018, donc qui s'envoie une nouvelle année donc, et un nouveau message à la nation, un message plus long que d'habitude en tout cas pour ce que nous avons connu depuis donc ce septennat qui s'achève aujourd'hui. C'est le dernier message donc de ce septennat pour le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a abordé donc plusieurs dossiers ce soir encore avec le peuple sénégalais. Et nous sommes ici donc avec nos invités pour décortiquer ce message du chef de l'État. C'est l'adresse à la nation qui donc a duré une trentaine de minutes. Et pour en parler ce soir, je suis avec M. Sara Boubou-Sall. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Sara Boubou-Sall, bonsoir. Monsieur Cheikh, il est le maire de Dieuppeul-Derklé également. Il est de la LDMPT, mais il est également membre de Khalifa Taxawu Sénégal avec Khalifa Babacar Sall. Cheikh, bonsoir. Bonsoir, il s'agit de la LD Debout. De la LD Debout. La précision est de taille. Merci bien, monsieur Cheikh, monsieur le maire. Et je suis également avec Moulay Kamara de Sénégal Rec. Moulay, bonsoir. Bonsoir. Je suis également avec M. Mbow, Ibrahim Mbow, donc professeur associé des universités, également président de l'Union citoyenne Buntubi. M. Mbow, bonsoir. Bonsoir. Je suis avec le professeur Hamidou Dat, professeur enseignant donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est membre de la coalition Madické 2019. M. Dat, bonsoir. Bonsoir, M. Merci de répondre donc à notre invitation et bienvenue dans ce débat ce soir pour décortiquer l'adresse à la nation du chef de l'État. Et tout de suite, donc, nous allons prendre les impressions de nos invités par rapport au message du chef de l'État. Sara Boubou-Sall, vous venez de suivre Macky Sall, un peu plus long que d'habitude, en tout cas pour ce septennat. Depuis des années, donc, il nous avait en tout cas habitué à des discours beaucoup moins longs. Mais aujourd'hui, donc, il a été un peu long. Peut-être c'est lié à cette année charnière 2018, donc, qui est à la porte donc, de l'élection présidentielle. Il a même abordé le scrutin présidentiel. Et ce qui a fait de 2018 une année très agitée. Vos impressions par rapport d'abord à ce discours du chef de l'État? Merci. Tout d'abord, permettez-moi de dire bonjour à mes co-débatteurs, de saluer vos téléspectateurs ici et d'ailleurs, et leur souhaiter par anticipation une bonne et heureuse année 2019. Alors, pour ce qui est du discours, je crois que ce à quoi nous venons d'assister aurait dû se passer au 31 décembre 2017. C'est pour ça que je dirais que là, c'est, si vous voulez, l'aboutissement de 5 ans, d'un régime de 5 ans et de 2 ans d'usurpation. Parce que tout le monde le sait, au mois d'avril 2017, si je ne m'abuse, devait arriver à terme le mandat du président Macky Sall. S'il avait respecté sa parole qui consistait à réduire son mandat de 7 à 5 ans, engagement qu'il avait pris sur tous les toits du monde. Malheureusement, il s'est dédié en transformant une décision, disons un avis du Conseil constitutionnel en décision, malgré ce qu'en a dit 45 professeurs d'université, ce qui est une première dans ce pays. Donc je dirais que, ouf, nous sommes au terme de 5 ans disons, de mandat de 5 ans et de 2 ans d'usurpation. Maintenant, pour le reste, moi je considère que si on devait mesurer l'indice de développement humain ou le niveau de développement d'un pays à la capacité de son président à construire des discours mielleux, on n'en serait pas là. Et malheureusement, à ce niveau, je crois que quelqu'un le disait tantôt, ce que les Sénégalais vivent dans leur chair, les paysans, les enseignants, je dis les Sénégalais de tous bords, les étudiants, les hommes d'affaires, eh bien, parlent plus fort que tout ce qu'il vient d'aligner comme phrases, belles phrases, vœux pieux, etc. Malheureusement pour lui. Et aujourd'hui, le plus déterminant, c'est que nous sommes au terme de ces 2 ans d'usurpation et ces 5 ans de mandat. Il faut aller repartir vers les Sénégalais parce que simplement, justement, le pouvoir appartient au peuple qui doit en décider, à qui il va reconfier ses destinées. Voilà, moi c'est mon point de vue. Voilà. Maintenant c'est au tour de Cheikh Gueye qui vient également de suivre le chef de l'État, Cheikh Gueye, de la LD Debout. Cheikh Gueye, vous venez de suivre le président Macky Sall, en tout cas sur le terrain des réalisations. Il a mis le pied, mais également
un torrent de promesses également par rapport aux perspectives. Comment analysez-vous le message du chef de l'État? Merci. Il me soit d'abord permis de saluer les co-débatteurs, de saluer ceux qui nous suivent présentement, mais de renouveler nos sincères condoléances à la mémoire de El Hadji Sidi Lamine Niasse et prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accueille en son paradis céleste. Nous permettons à Tatou Mbaye de s'installer. Honorable député, vas-y. Je pense que lui seul symbolise pratiquement notre volonté et notre vœu d'un Sénégal qu'il a toujours rêvé. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le discours à la nation du président, qui aurait pu se tenir, c'est vrai, il y a 2 ans, mais hélas, comme c'est un chef qui se dédie à tout moment, ce n'est pas surprenant. Je suis resté sur ma faim sur beaucoup de questions. D'abord, le diagnostic aérien qu'il a fait pour revenir sur un certain nombre de réalisations me semble être un diagnostic fantaisiste. Le président de la République n'a pas été élu uniquement pour construire des ponts ou pour inaugurer des chantiers qui ne sont pas achevés. Il a été élu pour la rédemption de notre pays. Il a été élu pour un état de droit au Sénégal. Il a été élu pour faire des secteurs sociaux, des secteurs qui vont assurer le développement de notre pays. Nous en reviendrons tout à l'heure dans le débat. Et il est passé très rapidement sur les questions sociales. Je vous parlais de l'éducation, la santé, sans faire un diagnostic sans complaisance et proposer des solutions de sortie de crise. Parce que c'est des crises qui reviennent à chaque fois. Sur l'état de droit, il n'en a pas parlé, alors qu'on est pratiquement à quelques semaines de l'élection présidentielle, avec tout ce que cela a suscité comme mécontentement, comme interrogation. Ce n'est pas surprenant, le discours à la nation du chef de l'État se déroule en un 31 de décembre d'interrogation et d'inquiétude. Vous avez vu, nous avons l'habitude de célébrer le 31 décembre, mais le 31 décembre 2018 a été un 31 de décembre particulier. Et j'ai suivi les gesticulations du chef de l'État. Je comprends qu'il n'est pas à l'aise en s'adressant au peuple. Le peuple ne l'avait pas élu pour qu'à la fin de son mandat, qu'il puisse tenir un tel discours. Parfois même, je m'interroge de quel Sénégal le président est en train de parler. Quand il parle de l'endettement de notre pays et il nous renvoie à la norme CEDEAO, et je pense qu'il aurait dû économiser cela. Ce n'est pas une performance. Aujourd'hui, le pays est à l'arrêt. Les entreprises sénégalaises souffrent. Les étudiants meurent à la quête de leur bourse. Les paysans n'arrivent pas à vendre leur arachide. Et ils parlent de performance en termes de récolte. Mais allez à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que les paysans font de l'arachide qu'ils ont récolté? Du domoda, je ne sais même pas quel est le plat. Du mafé guerté, partout. Alors que quand ils sèment, c'est pour effectivement récolter et permettre de vivre de façon décente. Mais aujourd'hui, je reviens de l'intérieur du pays, c'est la famine. Aller dans le Fouta, c'est la famine. Il nous parle de performance. Pendant ce temps, la jeunesse sénégalaise, elle sert de nourriture aux requins de l'Atlantique. Voilà les difficultés. Donc, cette émergence dont parle le président de la République, c'est effectivement une émergence de difficultés et de problèmes. Nous allons y revenir tout à l'heure, Cheikh Moulay Camara de Sénégal Rec, parce que le Cheikh disait tout à l'heure que les questions sociales donc, devaient être abordées plus largement dans ce discours, et pourtant cette année est décrétée année sociale. Et sur ce plan, est-ce que vous partagez ces sentiments d'être sur sa fin? Merci M. Sen. C'est un honneur d'être aujourd'hui ici. Et vraiment, l'occasion que vous nous avez donnée de partager avec les citoyens sénégalais sur leur vécu par rapport à ce que ressent
le premier Sénégalais, le président de la République, Macky Sall. Je pense que ce discours-là, d'habitude, de tradition, c'est un discours solennel. Un discours qui doit vraiment plus ou moins orienter, mais également permettre aux citoyens sénégalais de savoir là où vraiment le chef de l'État doit aller dans le cadre d'une logique républicaine. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, d'abord je présente à tous les Sénégalais, au nom du président Pierre Atepa Goudiaby, nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Et que cette année 2019-là, parce que le Sénégal est dans un virage. Aujourd'hui, nous pouvons dire que 2019 est une année qui sera extrêmement importante pour le devenir du Sénégal. Parce qu'il y a le pétrole, il y a le gaz, mais il y a d'autres opportunités qui s'offrent aussi aujourd'hui dans ce pays-là. Et l'opportunité la plus pondérante, c'est l'éveil des mentalités. Et on va la sentir, on va la ressentir encore lors des prochaines élections. Mais pour revenir à votre question, ce discours d'habitude se veut solennel, mais aujourd'hui, le Sénégalais qui est à Ziguinchor, ou bien le Sénégalais qui est à Ndiafat, considérera ce discours-là comme étant cruel. Parce que tout simplement, ça ne ressemble pas. Le tableau dont peint son président de la République, vraiment, est loin de la réalité qu'il vit. Cette année-là est dite année sociale, mais nous considérons que vraiment, avec tout ce qu'il a eu à énumérer, aujourd'hui, il a parlé du pôle de développement de la Casamance. Je viens de la Casamance, j'ai fait une tournée là-bas. J'ai fait Sédhiou, Bignona, Kolda et Oussouye. Mais je dis qu'actuellement, la pauvreté, actuellement, c'est la pire, c'est la violence qui sévit actuellement en Casamance. Ce n'est pas le maquis, mais c'est la pauvreté. Parlant d'année sociale, je pense qu'on peut parler de ça. Parlant d'année sociale aussi, l'éducation. Vous avez vu qu'actuellement, les étudiants sont dans le désarroi, les étudiants qui sont dans le privé, et dont actuellement, l'État n'arrive pas à honorer ses engagements. On parle d'année sociale avec cela. On parle d'année sociale également avec... le monsieur le maire a eu à l'évoquer tout de suite, la mort tragique de Fallou Sène, mort due à des retards de bourse. Vous voyez, on ne peut pas comprendre ce Sénégal-là et un président de la République qui est complètement en déphasage avec son pays. C'est ce que l'on ressent. Nous allons y revenir tout à l'heure. Ibrahima Mbow, vous venez de suivre le chef de l'État qui s'est longuement promené sur le terrain des réalisations. Sur ce plan, est-ce que la balance, à votre avis, est satisfaisante? Oui, bonjour Ousmane, merci pour cette invitation. Je rends hommage à toute l'équipe de Walfadjri et renouvelle mes prières pour le fondateur Sidi Lamine Niasse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son plus haut paradis. Salut un peu mes collègues, mes parents, mes frères. Ce sont des grands acteurs de la politique sénégalaise et donc je salue un peu leur dynamisme. Mais je voudrais quand même saluer aujourd'hui le niveau et la hauteur du discours de Monsieur le Président de la République. C'est un moment de démocratie. Le Sénégal est en paix. C'est l'occasion d'ailleurs pour rendre hommage à ses prédécesseurs. Mais je pense que le moment est important pour parler aux Sénégalais. Et le président, il n'a pas été partisan. Il a été au-dessus de la mêlée. Il s'est adressé à tous les segments de la population. Naturellement, il n'a pas fait le bilan. Le moment, pendant la campagne électorale, on aura des occasions de le faire. Mais aujourd'hui, tous les Sénégalais sont d'accord qu'il y a de véritables révolutions sur tous les plans. Bien entendu, on peut discuter, faire de la critique, mais objectivement, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la diplomatie, le Sénégal aujourd'hui a réussi le pari. C'est vrai, on était jeunes dans les années 70, 80, 2000. On ne parlait pas de performance. Moi, quand j'entends souvent mes collègues politiques opposants, ils ont raison d'ailleurs de s'opposer et de mettre en avant certains faits. Mais revenons à la réalité. Rappelons-nous du Sénégal de 2011-2012. Je pense qu'on est objectivement d'accord sur les émeutes d'électricité, l'énergie. Tout le monde est conscient. Notre agriculture est une agriculture rurale. Les paysans étaient encore très pauvres, sans moyens. Nous sommes aujourd'hui dans une véritable industrie agricole, agroalimentaire. Mais sur le plan de l'énergie, nous, jeunes collégiens dans les années 70-80, on rêvait d'énergie solaire, d'énergie éolienne. C'est la réalité. Alors, quand on regarde le tableau de bord, je pense que c'est ce débat
quand on s'adresse aux populations, il faut mettre en avant les vrais indicateurs qui sont reconnus par tous. Bien entendu, nous y allons. Le Sénégal est en train d'avancer. On n'a pas dit que tout allait très bien. Rendons quand même à César ce qui appartient à César. Moi, je pense qu'il faut, par respect, par courtoisie, mais aussi par un sens élevé de la démocratie et du partage, reconnaître les avancées fondamentales du Sénégal. Parlons de l'agriculture. Mais nous savions que le riz venait d'Asie. Aujourd'hui, nous mangeons du riz du Sénégal. Cette avancée majeure, il faut la saluer, avec une transformation agroalimentaire. Énergie, j'en ai parlé. Mais l'éducation, il y avait 11 000, 12 000 abris provisoires. Les chantiers avancent. Sur le plan des infrastructures, mais nous parlons économie. Il faut bien transporter les personnes, il faut bien transporter les marchandises, gagner en compétitivité, gagner en productivité. Mais tous les économistes du monde, y compris récemment les grands acteurs de la Banque mondiale, qui ne sont pas toujours très tendres avec les pays africains aujourd'hui, ont salué les performances du Sénégal. Donc bravo, Monsieur le Président de la République. On peut ne pas être d'accord, on peut dire peut-être que oui, c'est parce que je suis de la majorité présidentielle, mais non. Aujourd'hui, je constate et je vis les évolutions. Et je reconnais qu'il y a des progrès à faire dans beaucoup d'autres secteurs. Parlons de la formation et de l'éducation encore un tout petit peu. Le président de la République a fait l'option de développer la formation professionnelle. Les jeunes, naturellement. La formation classique, théorique, elle est utile, elle est importante, mais elle n'offre pas souvent des débouchés pour aller sur le marché du travail. Il a mis sur la table la formation école-entreprise pour que les jeunes aient un savoir-faire, qu'ils soient de véritables entrepreneurs et qu'ils soient qualifiés. Mais c'est ça l'avantage, reconnaissons-le. Sur le plan des infrastructures quand même, nos pays, les pays voisins, les pays africains, moi j'arrive de l'étranger, tous les pays européens saluent les bons extraordinaires du Sénégal. Effectivement, l'autoroute avant s'arrêtait à la Padoua, un tout petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, nous allons à Touba et on va aller plus loin. En termes de chantier, de réalisations majeures concrètes et de perspectives, nous savons où est-ce que nous allons. Le Sénégal avance sur ce plan. On peut parler la même chose sur la pêche, sur la santé. Mais la vision justement du président, mais moi je parle d'une vision, je parle d'une ambition installée. C'était de dire, qu'est-ce que je veux faire pour mon pays? Avec un sens de l'équité, de l'équilibre, que tous les territoires soient servis. Bien entendu, mais tout n'est pas parfait. Loin de là, ce n'est même pas mon propos. Je n'aurai pas la prétention de le dire et manquer de respect à mes concitoyens pour le dire. Mais aujourd'hui, des progrès majeurs sont posés. Et je vais vous dire une chose. Quand on pense infrastructure, mais bien entendu, c'était l'autoroute. Mais le clou du clou, mais c'est le train express régional. Tout le monde disait que ce n'est pas possible. Nos pays ne sont pas habitués à cela, alors que notre pays va gagner ça. C'est une question, c'est demain, c'est après-demain. Il a dit livraison du chantier le 14 janvier. Moi, je pense que tous les Sénégalais, objectivement, devraient saluer ces performances et encourager le gouvernement, sans esprit partisan. Ça n'a pas de sens. Vous savez, il y a un autre aspect aussi qu'il faut mettre en avant. C'est la diplomatie sénégalaise. Vous savez, aujourd'hui, quand au niveau de la Banque mondiale, tout le monde salue les performances économiques, mais c'est parce que la diplomatie marche. Le Sénégal a des amis forts, des amis puissants, des amis consistants. Nous étions partis pour rechercher à peu près 2 millions et quelques, 2 milliards 500 millions d'argent pour avancer dans le PSE phase 2, étape 2. Qu'est-ce qu'on a vu? Mais on a eu la somme 3 fois plus. Pourquoi? Parce que la croissance est bonne, elle est solide, elle est saine. Mais rappelez-vous quand même, en 2011, personne ne peut dire le contraire aujourd'hui. Le niveau d'endettement du Sénégal, nous avions un mauvais endettement. On empruntait à peu près 900 milliards. Les 300 milliards, c'était pour investir. Et les 600 milliards, c'était pour le fonctionnement. Sous le président Wade, je lui rends hommage, je le salue. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 3 fois plus. Vous savez, en termes d'économie, restons sur les indicateurs précis, reconnus par nos universitaires, vous en avez fait part, reconnus aussi par les experts internationaux, et disons que le Sénégal est sur la très très bonne voie. Le niveau de croissance, parfait. Juste conclure sur cet aspect, les ressources naturelles, le gaz. Mais quelle formidable, j'allais dire, transparence. Le code pétrolier aujourd'hui, les ressources du pétrole vont être partagées par les populations et appartiennent aux populations. Avec la Mauritanie, c'était l'occasion aussi de nouer un partenariat solide, durable, sur le 50-50 sur le gaz. Donc quand on regarde tous ces chantiers, l'occasion me reviendra pour que je développe encore d'autres chantiers, je pense qu'on doit dire bravo. Bravo, le Sénégal avance, bravo aux Sénégalais qui y croient. Et d'ailleurs, s'il a autant de succès lors de ces tournées,
Et que naturellement, si sa majorité a gagné toutes les élections depuis 2012, mais c'est bien parce que ceux qui sont là dans les médias disent des choses qu'ils sont loin des réalités. La vérité, le président est salué et félicité par tous les Sénégalais et ça, je le salue. Ibrahim Mbow, nous y revenons tout à l'heure. Professeur Hamidou Dat, il y a des progrès à faire, Ibrahim Mbow l'a rappelé tout à l'heure. Sur ce plan, est-ce que les réalisations qui ont été énumérées ont répondu vraiment aux attentes des populations pour ce septennat qui s'achève? Merci, merci M. Sen pour cette invitation. Je voudrais aussi saluer mes collègues autour de cette table et m'incliner aussi devant la mémoire d'Oustaz Sidi Lamine, présenter mes condoléances d'abord à tout le groupe et à toute la famille Niassène et présenter mes vœux les meilleurs à mon nom propre et au nom du président Madické. J'ai écouté le discours, présenté donc mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. J'ai écouté le discours du président, mais j'ai 2 à 3 remarques. Alors, la première remarque que je fais sur ce discours, c'est que il est d'abord, bien sûr, classique. On le voit. Hein. Il commence par s'incliner devant la mémoire des disparus, ensuite il compatit avec ceux qui sont dans des difficultés, donc exprime son désir de vouloir voir une paix définitive en Casamance. C'est comme ça. Et après, les différents secteurs d'activité. Donc je vois que c'est classique. Et la deuxième remarque, c'est qu'il y a quand même des absences notoires. Parce que je n'ai pas entendu son programme de solidarité nationale apparaître. Parce que tous les discours qu'il a eu à faire depuis, je pense, 2012, 2013, 2014, 2015, à chaque fois, les bourses de sécurité familiale revenaient et on donnait les chiffres, on donnait les nombres. La couverture maladie universelle était aussi citée avec les autres programmes sociaux. Mais là, il me semble que il n'en a pas fait allusion. Je ne sais pas, alors qu'on s'attendait peut-être à une espèce de... Comme c'est quand même la dernière année qu'il présente ses discours dans ce mandat, dernière année du mandat, qu'il nous fasse un peu le bilan de ces programmes sociaux, je pense, qui ont été souvent vendus de partout. Et considérant que ça faisait reculer la pauvreté, ça assurait la santé à presque tous les Sénégalais, etc., etc. C'est un manque. Deuxième chose, la santé de façon générale, avec le secteur tel qu'il est actuellement en mouvement, il y a des problèmes. On n'en a pas aussi, je n'ai pas fait attention en tout cas, je n'ai pas entendu le président en parler. À mon avis, c'est des manques et c'était des attentes, à mon avis, c'était des attentes fortes. La deuxième chose, la troisième donc remarque, c'est qu'on aurait bien voulu aussi qu'on compare le discours du 31 décembre 2012 à maintenant, où effectivement il nous disait qu'il y avait 3041 milliards de dettes que le Sénégal avait, dont 700 milliards de dettes intérieures. Bon. Comme je pense à l'entrée des chiffres comme ça a été donné, il serait bon à la sortie qu'on nous dise que cette dette-là, nous l'avons ramenée, la dette extérieure à tant de milliards et la dette intérieure à tant. Alors tout cela, évidemment, moi je considère que c'est des manques. Les questions fondamentales qui avaient été abordées lors de son premier discours de contrat de confiance, je pense, devrait faire l'objet d'un bilan de point par point pour que l'on puisse voir. Le dernier élément par lequel je termine, bien sûr, c'est au niveau du recul démocratique. Parce que je pense que dans son premier discours aussi, il me semble très bien qu'il disait à un moment donné qu'on sortait d'une année assez perturbée, mais le peuple a montré qu'il savait préserver ses acquis. Alors, il me semble que nous avons perdu beaucoup d'acquis démocratiques. Parce que nous allons vers des élections, il en a parlé rapidement.
avec un code électoral qui n'est pas du tout consensuel. Donc c'est un acquis de perdu. Parce que nous l'avions en 1992. Nous allons vers des élections à fort potentiel de problèmes. Voilà donc un peu mes premières impressions par rapport au en attendant d'y revenir un peu plus tard. Hamidou Dat. Zator Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes de la mouvance présidentielle, le député Zator Mbaye. Et vous venez également de suivre le discours du chef de l'État. À la lumière du premier tour de table, je pense que, en tout cas, ce qu'on peut souligner est que beaucoup d'acquis ont été perdus. Et sur ce plan, je pense que vous avez aussi une lecture qui peut peut-être rassurer les Sénégalais par rapport à l'espoir que le peuple fondait sur quand même ce septennat du président Macky Sall. Très bien. Alors, je voudrais d'abord m'excuser de ces quelques minutes de retard, dû à l'effervescence d'un jour de fête comme le 31 décembre. Dakar ngi xumb, Dakar ngi toj, ça veut dire que le pays marche. Si aujourd'hui on a des problèmes pour se déplacer, ça veut dire que justement, mais les gens sont dans cette atmosphère de fête et il faut rire, on n'est pas dans un cimetière, je crois. C'est le 31 décembre, je pense que quand même les gens doivent pouvoir être dans une atmosphère de fête. Cela dit, je voudrais compatir aussi à la douleur qui a frappé ce groupe avec la disparition de Sidi Lamine, qui est une icône, n'est-ce pas, du Sénégal, et ñu ngi ñaan Yàlla xare ko àjjana bu baax a baax. C'est vraiment l'une des personnes qui aura marqué, dont la disparition aura marqué vraiment cette année 2018. Alors, je voudrais aussi relever la disparité dans le débat, parce que nous ne sommes que deux, et je crois que, écoute, on devrait aller vers un équilibre sur le plan d'un débat pareil, parce que l'opposition est surreprésentée, mais cela dit, c'est pas grave. Je voulais juste préciser que c'était lié à un petit malentendu qui faisait qu'on devait être à 4. Absolument. Deux camps. Mais c'est une remarque très amicale. Merci bien. Alors, cela dit, je crois que le discours du président de la République, c'est peut-être pas un discours classique comme vous avez l'habitude de dire, ça veut dire la même chose, mais c'est un discours solennel. Le président de la République, mais naturellement, doit s'émouvoir d'un problème que Jean-Paul, Pierre, Moussamba, Mademba doit avoir, parce qu'il est le président de la République du Sénégal. C'est son rôle de prier pour les Sénégalais qui sont dans les hôpitaux. C'est son rôle de dire que, mais je souhaite que ceux-là qui sont dans les difficultés puissent sortir de ce carcan-là. C'est son rôle, et je crois que c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a toujours fait, d'ailleurs, depuis qu'il est là, parce que depuis 7 ans, le président n'a fait que ça. Le bilan, ceux-là qui en ont fait état tout à l'heure, il aurait même pu se passer d'en parler. Parce que le bilan du président, c'est deux choses. C'est Kholgis et c'est Lambedach. C'est-à-dire, dans tous les secteurs d'activité, on peut vraiment pointer du doigt ce que le président a pu faire en 7 ans. Dans tous les domaines. Peut-être que dans le débat, on aura l'occasion de revenir sur chaque aspect ou alors sur chaque secteur, n'est-ce pas, les réalisations qui ont été faites dans ce secteur. On a également parlé de l'absence de ces questions sociales dans le discours du président de la République. Mais je voudrais relever simplement que les aspects sociaux ont concerné tous les secteurs d'activité. Alors, les bourses, même pour les étudiants, comme ça, ça me vient de mémoire. Les bourses pour les étudiants, c'est 56 milliards. Aujourd'hui, la nourriture d'un étudiant coûte 7 500 francs. Ça veut dire quoi? 50 francs au petit déjeuner, 100 francs au déjeuner, 100 francs au dîner. Ça fait 7 500 francs. L'étudiant est pris en charge pendant le mois. Je crois que c'est une avancée sociale qu'il faut reconnaître. Aujourd'hui, la mobilité urbaine est devenue une réalité avec Dakar Demdik. C'est une réalisation, c'est quand même un point important. On parlait de Dakar Demdik, aujourd'hui on parle de Sénégal Demdik. Cette société aujourd'hui fait un maillage territorial. Mais c'est important, il faut le relever. Mais tout ce qui a été fait dans le domaine des pistes rurales, parce qu'à travers le programme PUDC, qui a quand même pour mission de s'occuper des pistes rurales, de l'électrification rurale, de l'eau rurale et de l'allègement des travaux des femmes. C'est devenu une réalité. Vous savez, pour nous autres de Dakar, un robinet, c'est banal. Faites aller juste dans certains quartiers, robinet mbedd moo fa amoon. Aujourd'hui, le président de la République a construit combien de forages pour permettre à ces Sénégalais-là, mais qui ne sont pas simplement des Sénégalais comme Cheikh Gueye,
mer, derrière un climatiseur. Non, mais à ces Sénégalais de l'intérieur qui sont justement d'égale dignité, mais de pouvoir avoir accès à une électricité, avoir accès à de l'eau, et souvent, mais sentir même les performances de l'État. Parce que pour ces Sénégalais qui étaient de l'intérieur, ils ne voyaient l'État qu'à travers la gendarmerie, le préfet ou le sous-préfet. Mais aujourd'hui, voilà des Sénégalais qui, chaque trimestre, reçoivent une allocation de l'État, qui est une performance économique. Parce que je dois le rappeler, c'est parce que l'État a su faire des économies importantes. J'en parle parce que j'ai été député à l'Assemblée nationale. Déjà, je prends un secteur dans le domaine du téléphone, par exemple. Quand on arrivait, on avait la facture de l'État était vers 25 milliards. L'État a pu faire des économies de 15 milliards dès la première année. Et cet argent a été réinvesti dans les secteurs sociaux pour pouvoir aujourd'hui permettre à ces enfants de 0 à 5 ans de se soigner gratuitement. La césarienne est devenue gratuite. J'en parle parce que moi-même, ma femme est sage-femme, donc la césarienne est totalement gratuite. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est une réalité. Et beaucoup d'autres choses. Mais il faudrait qu'on reste un peu, je crois, sur les lignes. Le Sénégal n'est pas un pays riche. Le Sénégal n'est pas un pays riche. Regardez dans l'histoire du monde, quel est le pays qui aujourd'hui, à 2 mois d'une élection présidentielle, se présente devant les bailleurs de fonds pour aujourd'hui un montant X et que ces derniers vous donnent un montant X fois 3. Mais c'est un signe de confiance, c'est un signe de bonne gouvernance. Parce que si le Sénégal n'était pas bien géré, si nos finances publiques n'étaient pas assainies, mais vous pensez que ces bailleurs de fonds sont des enfants de cœur? Il n'y a aucun Sénégalais qui peut se lever demain, fût-il un maire, pour aller à une banque et dire que prêtez-moi de l'argent alors qu'à mon garantie, ça n'existe pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous tous de nous dire que le Sénégal nous appartient à nous tous. Le Sénégal, Santoul Sall, Santoul Gueye, Santoul Mbaye, Santoul Mbou, c'est le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Le président essaie autant que faire se peut de faire une redistribution des richesses à ces Sénégalais-là qui, justement, mais ne sont pas simplement des enseignants ou des magistrats, ou etc., qui ne constituent pas plus de 140 000 Sénégalais. Le président a pensé qu'il fallait justement que ces 13 autres millions de Sénégalais qui n'ont pas la chance d'être dans la fonction publique puissent justement avoir de quoi nourrir leur famille. Et c'est à ça qu'il s'attelle à travers, n'est-ce pas, tout ce qu'il a mis comme programmes sociaux. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais aussi, pour vraiment que le débat soit équilibré, que notre temps puisse être un peu développé à la hausse. On va le respecter. Juste pour cadeau de fin d'année. Le député Zator Mbaye, nous allons le respecter parfaitement. Voilà, Sarah Sall, vous qui sillonnez le pays de Malem au Mali, comme je peux vous taquiner par rapport au Saloum, est-ce que vous sentez vraiment ces performances, ces redistributions de richesses auxquelles fait allusion le député Zator Mbaye? Écoutez, moi je crois que mon frère Guy l'a dit, quand on les écoute, quand on écoute le champion, c'est comme s'il y avait un autre Sénégal. Parce que véritablement, vous savez, je l'ai dit à l'entame de mon propos, ces gens-là, si le développement du pays devait se mesurer à la capacité de construire des discours ou de créer des slogans, on n'en serait pas là. Et je l'ai dit tantôt, malheureusement pour eux, la réalité quotidienne, le vécu quotidien des Sénégalais, ce qu'ils ressentent dans leur chair, ce qu'ils vivent comme difficulté, et tout secteur confondu. La preuve, malgré le fait d'avoir décrété comme ça, année 2018, année sociale, vous avez vu, tous les secteurs sont en ébullition. Les enseignants, les greffiers, les inspecteurs de l'enseignement. Bon, véritablement, je ne comprends pas. Récemment, on a vu les étudiants de l'université de Thiès qui ont été obligés d'aller dans la rue Sébile à la main pour manger. L'université de Saint-Louis, pour 1 milliard, le restaurant n'arrive pas à démarrer. Et d'autres problèmes. 40 000 étudiants qui sont dans la rue parce que l'État n'arrive pas à payer 16 milliards. Il faut un acompte de 3 milliards qui n'arrive pas à régler le problème. D'accord? Tout à l'heure, il a parlé de bourses, etc. Comprenez? Une hausse de bourses. Oui, une hausse des bourses. Mais c'est normal. C'est normal. D'abord, voilà un régime quand même à qui le peuple sénégalais a donné 25 000 milliards en 7 ans. Le fait d'avoir fait ceci et cela, c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est que quand on change les modalités d'attribution des bourses, quand on envoie 20 000 étudiants dans une université virtuelle pour les sacrifier,
quand on met 40 000 étudiants dans les universités privées et qu'on n'arrive pas à payer, le peu qu'il y a au niveau de l'université, je dis peu par rapport à ce que je viens d'évoquer plus haut, mais écoutez, le minimum, c'est quand même de leur donner des bourses. Même si on sait que chaque année ou chaque 2 ans, ils en fusillent un, et puis on passe. Vous comprenez? Alors, l'autre élément, il a évoqué Mbou, les problèmes de taux de croissance en 2011. Vous savez, il faut être sérieux. En 2011, ils avaient mis le pays à feu et à sang. On venait de subir au moins 3 crises majeures. La crise financière, la crise alimentaire, hein, les subprime, ainsi de suite. Et le baril du pétrole, d'accord, à ce moment, a atteint des niveaux extraordinaires. Le coût de l'argent, ce qu'on appelle le coût de l'argent, ceux qui savent ce que ça signifie, eh bien, comprendront facilement que ça a un impact direct, d'accord, sur tout le reste. Eh bien, quand nous avons une situation comme celle-là, d'accord, il n'est pas bien, ce n'est pas honnête intellectuellement de toujours vouloir nous rabâcher un taux de croissance de 1, machin, qui était quand même réel, qui collait à la réalité. Contrairement à leurs chiffres à eux. Vous vous rappelez, récemment, il y avait une cacophonie extraordinaire entre le Premier ministre, le ministère des Finances, hein, les gens de l'ANSD. Depuis 2014, l'ANSD n'a pas produit de chiffres. Ils n'osent pas. Parce que tout ce que le ministère des Finances produit comme chiffre est faux. Le taux de croissance dont on parle, il faut qu'ils nous expliquent. D'où est-ce que ça sort? Qui le sent dans son vécu quotidien au Sénégal? Le PIB, quand il est gonflé de manière malhonnête pour influer sur le taux d'endettement du Sénégal, pour justement rentrer dans les critères de convergence de l'UEMOA. Mais c'est facile de dire qu'on est à 47%, 56%. En 2014, ils ont changé la base de calcul. C'est ce qui leur a permis d'avoir cette embellie au niveau du taux d'endettement. Quand on gonfle le dénominateur d'une fraction, d'accord? Eh bien, si le numérateur reste constant, naturellement, le résultat change. Laisse-moi terminer. S'il te plaît, je t'ai écouté, Gazator, hein? Il faut être sérieux quand même. Voilà. Je disais, quand on gonfle le dénominateur, d'accord, qui est le PIB, aujourd'hui, le budget 2019, là, qui est dans la loi de finances 2019, ils sont à 14 000 milliards. D'où est-ce que ça sort? Les Sénégalais ne le sentent pas. Il faut être sérieux. Aujourd'hui, quand ils parlent d'état de droit, voilà un régime qui, dès le premier jour où ils ont fait leur prestation de serment, ils ont commencé à penser deuxième mandat. Ils sont rentrés dans un cycle de vengeance, de chasse à la sorcière, etc. Ils ont perdu des années. C'est ce qui nous a valu disons, ce virage à 180 degrés qui a consisté à dire, j'avais dit je vais réduire mon mandat de 5-7 ans à 5 ans, eh bien, il est passé à 7 ans. En transformant, tout à l'heure, je le disais, l'avis du Conseil constitutionnel en décision, ce qui n'est pas sérieux. Parce que Macky Sall, souvenez-vous, c'est lui qui disait qu'il n'était pas élu pour des infrastructures. C'est lui qui le disait. On s'en souvient encore, les éléments sont là. Il a été élu sur quelle base? Gestion sobre et vertueuse. C'est toujours des slogans. L'État, la patrie avant le parti. D'accord? Ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les scandales, ça pleut comme pas possible. Il a parlé du terre. Moi, j'aurais été à leur place, je ne parlerai pas de terre. Le terre, c'est un scandale. C'est un scandale. 115 000 machins transportés par jour. Mais avant d'en arriver là, il faut regarder le montage du projet. Le Maroc, au mois de novembre, a inauguré une autoroute sur 350 km. Ça leur a coûté 1500 milliards. Et tenez-vous bien, c'est un TGV qui roule à 360 km à l'heure. Ici, on est à moins de 60 km. On est pratiquement à 1600 milliards. Parce qu'il y a eu un avenant qui n'ont pas démenti. Sonko l'a dit et personne ne peut le démentir. Hein? Alors, aujourd'hui, pour un train qui roule à 160 km/h, imaginez-vous, s'ils avaient mis la moitié de ce montant pour réhabiliter le chemin de fer Dakar-Niger, en passant par Koumpentoum chez moi jusqu'à Kidira, l'impact que ça aurait sur notre économie. S'ils avaient réhabilité le chemin de fer qui part d'ici jusqu'à Saint-Louis en passant par Tivaouane et autres, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait un truc pour ressusciter une société française qui était moribonde, Alstom. D'accord? Et c'est là le problème. C'est pour ça que leur taux de croissance, non seulement il est faux, mais même s'il était réel, il est appauvrissant. Il appauvrit peut-être les Sénégalais. Parce que, écoutez, quand vous allez prêter de l'argent au Club de Paris, en disant oui, d'ailleurs c'est pas honnête. On ne peut pas être à quelques encablures d'une élection aussi importante, avec un processus électoral pour la première fois qui a traversé toutes les règles du jeu, qui a été complètement
réinventé par rapport à ce qu'on a connu en 92, le code Kéba Mbaye, qui a permis quand même 3 alternances. Ils ont tout changé, d'accord? Ils ont mis un parrainage en sortant tout un arsenal, comme si on était en état de siège, pour imposer une loi de parrainage. Ils ont anticipé dès le mois d'avril, ils vont dans les villages les plus reculés pour dire aux groupements féminins, écoutez, on va vous financer, donnez-nous vos cartes d'identité. Ils ont... Mais attendez, c'est quand même malhonnête tout ça. On ne peut pas faire ça et puis après venir nous dire, oui, on est dans un état de droit, tout est beau comme dans le meilleur des mondes possible. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que ce pays-là, aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit. Les candidats les plus dangereux pour lui, il fait tout, il se débrouille pour les mettre en prison. Khalifa Sall, Karim Wade et d'autres, qui sont menacés par le fameux parrainage, d'accord? Il s'est débrouillé depuis avril 2007, des magistrats qui ont dû à la retraite, il les reconduit. Récemment, il paraît qu'il a recruté 15 avocats pour préparer un futur contentieux électoral, d'accord? La Cour suprême, ça dit qu'il met tout en œuvre. Regardez ce qu'il a acheté comme arsenal de répression de son peuple. D'accord. C'est pas sérieux tout ça, Ousmane. Il faut que nos amis là se rendent compte d'une chose. L'opposition d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de demain. La sérénité dont ils parlent, le courage dont ils parlent, l'honnêteté intellectuelle dont ils parlent, c'est à eux de se poser cette question. Pour qu'on puisse encore avoir une élection paisible comme l'a déclaré libre et démocratique. Mais attendez, mais écoutez, Ousmane, c'est pas compliqué. J'ai le meilleur bilan possible. Il dit que les gens sont contents. Mais écoutez, organisez les choses dans les règles de l'art telles que ça s'est fait, tel que ça vous a permis, vous, d'être président aujourd'hui. Parce que si Macky Sall est là aujourd'hui, parce qu'il y a des règles des jeux qui ont été établies, qui ont été respectées par tout le monde, en toute démocratie, on a voté, il a gagné, on l'a félicité, il gère. Maintenant, quand il gère, après avoir usurpé 2 ans plus les 5 ans de son mandat normal, écoutez, qu'il demande aux populations est-ce qu'elles sont satisfaites pour lui reconfier le décider du peuple ou pas. Mais on ne peut pas, après, définir des règles de manière unilatérale. On change le code électoral, on fait tout pour n'avoir pratiquement personne sur son chemin. Après, se dire que je suis on va y revenir tout à l'heure. Ou n'importe quoi, je sais pas. Cheikh Gueye, parce que le président a parlé de la paix, mais également d'une élection libre et démocratique. C'est sa préoccupation aujourd'hui pour un Sénégal qui est un peu agité pour l'année 2018. Et sur ce plan, est-ce que l'espoir est encore permis? Parce que Sarah Sall parle de jeu qui a été un peu biaisé. Mais les avis sont partagés. On voulait avoir justement votre avis par rapport à cet appel. Je dis qu'on ne joue pas avec son peuple. On ne joue pas avec. Le peuple, c'est du sérieux. C'est du très sérieux. Vous, comme nous, comme tous les Sénégalais, comme tous les Africains, aujourd'hui, le Sénégal est regardé de partout. Parce que les gens ont peur. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui pèsent sur ces élections-là. Il ne s'agit pas de convoquer des formules ou de faire endormir les gens pour croire qu'on est dans un Sénégal où tout marche. Ce n'est pas vrai. Il l'a rappelé tout à l'heure. C'est une honte même de convoquer le terre qui a fini de mettre le Sénégal par terre et le Sénégal est par terre. Ce qui nous avait été vendu, c'est un terre qui allait de Dakar à IBD. Maintenant, on s'arrête à Diamniadio pour dire qu'il y a des bus qui vont faire le relais. Pour quel montant? Un terre qu'on va inaugurer le 14 janvier pour ensuite le refermer et finir les travaux. Vous pensez qu'on peut inaugurer le terre le 14 janvier? Et aujourd'hui, c'est à la mode. La Touba a été inaugurée, ensuite refermée pour poursuivre les travaux. Mais c'est de la propagande électorale. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais qu'est-ce qui avait amené les Sénégalais dans leur grande majorité à élire Macky Sall en 2012? C'est pour créer les conditions d'un état de droit. C'est pour réconcilier les Sénégalais eux-mêmes. C'est pour faire de sorte que la politique soit quelque chose de noble, de vertueux. Mais le Sénégal d'aujourd'hui marche par la tête. Interrogeons notre histoire. Le premier président du Sénégal s'appelle Léopold Sédar Senghor, à ce que je sache. Il a eu tous les problèmes du monde avec Abdoulaye Wade. Mais il ne l'a jamais empêché de participer à une élection. Jamais. Quand Senghor est parti, Abdou Diouf est arrivé au pouvoir. Il a eu tous les problèmes du monde avec Abdoulaye Wade. Tous les problèmes du monde. Mais il ne l'a jamais empêché de participer à une élection. Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir. Il a eu tous les problèmes du monde avec Idriss Seck, avec Macky Sall lui-même. Mais il ne les a pas empêchés de participer à une élection.
Pourquoi Macky Sall, qui arrive en 2012, veut se choisir ses concurrents en utilisant la justice? Mais c'est inacceptable dans un état de droit. On nous parle d'un Sénégal où il fait bon vivre. Mais interrogeons la réalité. Les enseignants ont fini de dérouler leur énième plan d'action. On a frôlé même l'année blanche. Allez, dans les écoles, les examens, c'est des faits. Andy Guessem est en son 17e plan d'action. La santé aide à mourir. Pendant ce temps, mon collègue député me dit, mon épouse est dans le secteur de la santé. Mais nous tous, nous vivons les problèmes de la santé. C'est une santé par terre. Dans les villages, les femmes accouchent. Dans les charrettes, il n'y a pas de structure de santé. Faisons le décompte de la pyramide sanitaire de notre pays. Mais on n'avance pas, on recule. Quand on nous parle de programme zéro abri provisoire, les élèves sont encore par terre. Les enseignants ne sont pas récompensés, malgré son appel à récompenser les meilleurs enseignants. Chevènement disait, un pays qui n'honore pas ses enseignants est un pays qui se suicide. Voilà le Sénégal. Interrogez les enseignants. Aujourd'hui, ils sont en train de se mobiliser pour rappeler au gouvernement le respect des engagements pris. Voilà un gouvernement qui ne respecte jamais ses engagements. On nous vend un Sénégal où il fait bon vivre. Pendant ce temps, c'est la jeunesse sénégalaise qui pourrit au niveau du Sahara, qui sert d'appât même aux requins de l'Atlantique. On nous parle de DER, mais qui finance-t-on? Construire des ponts, c'est une bonne chose. Construire des routes, c'est une bonne chose. Mais ce qui importe, c'est le développement de la personne. C'est le coefficient humain qui est important. Aujourd'hui, c'est un recul démocratique à tout point de vue. Tous les secteurs aujourd'hui sont moribonds. Et l'autorité ne renvoie pas à une certaine respectabilité du fait de la non-sacralité de la parole. Le pouvoir exorbitant du président de la République, qui écrase tous les autres pouvoirs. L'Assemblée nationale, pardon, qui est devenue l'Assemblée nationale. En 2012, on nous a vendu un Sénégal où l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée du Sénégal. Des députés du peuple. Mais c'est le président lui-même qui s'est enfermé pour faire la liste des députés à la coalition, qu'il a imposé à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ces députés-là vont être des députés du peuple? C'est des députés du Sénégal. C'est un recul par rapport à notre histoire. Nous avions pensé qu'avec l'avènement de Macky Sall, on allait vivre un Sénégal où la séparation du pouvoir serait une réalité. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Parlons du cas de Khalifa Sall, du cas de Karim Wade, et même d'autres, le parrainage. Mais Macky, tout a été fait pour qu'il arrive au pouvoir. Et il n'a pas été un des principaux acteurs. Je regrette. Nous nous sommes battus pendant des années. Où est-ce qu'il était? Tous ces gens-là, aujourd'hui, qui se tapent le torse pour revendiquer cet approfondissement de la démocratie et ces luttes héroïques remportées par les Sénégalais. On a tout fait pour qu'il arrive au pouvoir. Maintenant qu'il arrive au pouvoir, il faut tout balayer. Au nom de quoi? C'est le sens de notre combat. Et le fait de considérer aussi la présence des uns et des autres et de convoquer l'équilibre. Il ne s'agit pas ici de jeu d'équilibre. Chacun représente une entité ici. Il n'y a pas de moyen à dire le pouvoir 50%, l'opposition 50%. Parle au nom de ta coalition ou ton parti et laisse les autres s'exprimer au nom de leur coalition. D'accord. Sergueï, nous allons y revenir tout à l'heure. Ibrahim Mbow, sur ce plan, parce que l'état de droit, la séparation des pouvoirs, sur ce plan, j'aimerais aussi vous entendre parce que certains disent que par rapport à la justice, à la séparation des pouvoirs, il y a quand même l'obligation de respect des règles de justice, mais surtout humain, par rapport à ces dossiers qui ont encore agité l'année 2018. Et sur ce plan, qu'est-ce que vous répondez? Oui, moi je vais parler sur le principe et je vais parler un peu des faits. C'est vrai, je vois que la campagne électorale a commencé. J'entends des propos de campagne qui seraient bien dans les loumas, etc. C'est important aussi, c'est le jeu démocratique.
Mais la vérité, c'est qu'au Sénégal, quand même, nous avons une belle administration. Moi, je rends hommage aux magistrats, je rends hommage aux enseignants, aux personnels de santé, qui, depuis 1960, sont dans des conditions extrêmement difficiles, sans projet, sans perspective et sans politique publique réelle. La vérité, c'est quoi? Mais respectons la séparation des pouvoirs. Moi, j'entends mes amis dire un tel, un tel, un tel. Mais quand est-ce que nous allons parler du Sénégal et des Sénégalais? C'est ça qui est important, c'est ça qu'on a vu dans le discours de M. le Président de la République. Il parle du Sénégal et des Sénégalais, il pose des actes majeurs, il pose un programme, il déroule en termes de perspective. Tout le monde sait. Mais il a eu raison, le Président de la République, d'assainir les finances publiques et de dire que les ressources du Sénégal doivent aller aux priorités des Sénégalais. Nous sommes un pays pauvre, mon jeune frère Zator, honorable député, l'a dit. C'était important de prendre des ressources publiques et d'aider les familles les plus défavorisées avec les couvertures sociales. On pourrait faire un chapelet de réalisation d'ailleurs. Je pense qu'il s'est perdu un tout petit peu. C'est vrai que je comprends mon frère Sarah, mon collègue du Conseil, avec qui nous avons partagé des moments importants de travail dans l'objectivité intellectuelle. Mais le Sénégal est en train d'avancer sur ce plan-là. L'autre élément aussi, la séparation des pouvoirs est une réalité. Moi, je ne parlerai pas du cas Khalifa Sall ou de Karim Wade, mais pas dans le détail, mais sur le principe. L'affaire Khalifa Sall n'est pas terminée. Laissons la justice faire son travail et finir son travail. C'est la vérité. Mais soyons d'accord quand même qu'il faut que les autorités publiques, quelles qu'elles soient, quel que soit le camp, quand on gère les deniers publics, il faut être prêt à rendre des comptes. Ça, c'est un choix que nous devons accepter. Moi, j'ai fait le combat avec M. Cherguey. On a fait Hariala, on a fait Liberté 6, on a porté des combats. Son discours a un peu évolué, c'est normal. Il a plus ou moins changé de camp et c'est logique. Peut-être que sa construction intellectuelle et son objectivité intellectuelle feront qu'il peut quand même revenir à un peu plus d'objectivité sur ça. La séparation des pouvoirs est un combat qui doit rester. Félicitons les magistrats, on les encourage. C'était un pays difficile, c'était un pays très difficile par le passé, on le sait. La justice, quand même, a été instrumentalisée dans beaucoup de pays d'Afrique. Et le Sénégal est un exemple. Mais l'autre élément sur le cas Karim Wade, mais cette affaire est terminée. Quand je dis terminée, il y a une condamnation pénale définitive. Aujourd'hui, laissons aussi le Conseil constitutionnel arbitrer. On ne peut pas non plus dire, d'un côté, nous avons d'éminents magistrats, nous avons une justice qui avance, et puis de l'autre côté aussi, utiliser un débat politicien pour gâcher un tout petit peu le débat. Mais restons sur des éléments concrets majeurs. Le président a fait l'option d'une justice sociale et d'un équilibre au niveau du territoire. Vous savez, quand on déroule un plan Sénégal émergent, on y greffe un plan d'urgence de développement communautaire. On s'occupe un peu des axes frontaliers. On met en avant les ressources humaines en disant l'école est une priorité dans le capital humain. On met en avant l'agriculture en disant allons vers l'industrie, le réveil de l'industrie. L'énergie est réglée, on n'en parle pas. La question de l'eau, qui est une question extrêmement essentielle et préoccupante depuis les années 70, 80, 2000, est en train d'être réglée. Le Sénégal a une révolution dans l'usine de dessalement, mais tout le monde doit le saluer. Nous allons pomper l'eau de mer pour donner aux populations. Et c'est réel, parce que quand on regarde le niveau de technologie, avec le pompage, comment dirais-je encore, l'évacuation des débris, etc., avec la technologie de dispersion, mais on doit applaudir. Parce que Dakar, effectivement, était prévu pour peu de population. Il y a beaucoup de gens à Dakar, c'est un fait. Mais la politique, c'est d'anticiper. Le président est en train de dire, en termes de prospective, voilà ce que je veux du Sénégal pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Saluons. On peut ne pas être d'accord sur les choix en termes de politique publique, c'est normal d'ailleurs. Parce qu'il faut dire la vérité. L'économie du monde va mal, mais l'économie du Sénégal va mieux. Et oui, n'oublions pas quand même le taux de chômage important, tellement important que jamais les gouvernements précédents n'ont posé des taux de chômage des jeunes. Les universités, vous en parlez, l'école. Moi, j'ai eu la chance de faire l'école sénégalaise pendant longtemps, pendant des années. Mais j'ai aussi fait des universités étrangères. Je suis revenu aussi à l'université de Dakar. Mais la vérité, c'est quand même qu'il y a de réels progrès. Avec un soutien, une équipe pédagogique, des formateurs qui se dévouent. Mais la vérité aussi, il faut le reconnaître, les politiciens, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont comme seul programme, veille d'élection, poussez-vous, je vais arriver. Mais ça, nous devons dépasser cette phase. Aujourd'hui, la seule chose qui est importante à mes yeux, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait avec quoi. Moi, je pense que comparer le Maroc au Sénégal par rapport au chemin de fer, c'est un peu une erreur. D'abord, parce qu'au Maroc, que ce soit de Tanger, Agadir, Casa jusqu'à Marrakech, etc., mais les lignes existaient déjà. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Est-ce que vous avez revu un peu au niveau du Cap-Vert? Vous avez vu les problèmes fonciers, hérités.
le foncier est un véritable problème au Sénégal. Les impenses, il fallait déplacer les gens, etc. Regardez les niveaux d'eau. Mais il y a des contraintes techniques qui ne sont pas les mêmes. Il faut comparer des choses comparables. Sur le terre, nous devons nous en féliciter parce que personne, on disait qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'était impossible. Mais voilà des performances qu'il faut encourager. Bien entendu, vous avez raison. Il faut aussi développer le chemin de fer Thiès-Bamako. Mais nous y sommes. L'autoroute ne s'arrête pas à Touba. Le président a annoncé aujourd'hui qu'il va aller à Kaolack, il va aller à Saint-Louis. La VDN, passez-y. Ça change, c'est en train de changer. Dakar, c'est 700 000 voitures. On ne peut pas, un chef d'État raisonnable ne peut pas dire, mais je laisse la chose comme ça. Non, il faut anticiper et trouver des solutions. Moi, je pense qu'on peut discuter des solutions, de leur performance, mais les indicateurs sont bons. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde économique, le Sénégal n'est pas un pays fermé, recroquevillé sur lui-même, où on dit ce qu'on veut. Non. Nous avons des institutions, des organisations économiques, la Banque mondiale, le FMI, des partenaires, des banques qui aujourd'hui regardent le cas du Sénégal. Mais tout le monde félicite le Sénégal, sauf vous. C'est quand même dommage. Aujourd'hui, nous avons emprunté, mais au niveau de la dette aussi, il y a deux choses qu'il faut quand même relever. Mais c'est des emprunts concessionnels. Une partie, ce sont des dons. Mais pourquoi on donne de l'argent au Sénégal? Mais c'est parce que la vision est bonne, l'énergie est là, les ressources humaines avancent. Le président a fait de bons choix. Maintenant, interrogeons-nous, Sénégalais. C'est vrai, il y a aussi des fois des problèmes. On ne peut pas reprocher, je veux dire, il y a des choses qu'on reproche à l'État. À la limite, c'est beaucoup plus à nous-mêmes qu'il faut le reprocher. Dans la rigueur, dans le respect, dans le patriotisme. La conquête du pouvoir, pour moi, c'est pour un but collectif. Mais conquérir le pouvoir pour le pouvoir et jouir du pouvoir comme on a eu par le passé, moi je trouve ça regrettable. Mais l'autre élément aussi, et c'est important parce que mon collègue Sarah Sall, oui, je vous connais, c'est mon ami, l'a évoqué. Mais vous avez eu raison, le taux de croissance était très bas en 2011. Mais oui, c'est un fait, vous l'avez reconnu. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y avait de mauvais choix sur le plan de la gouvernance. Il y avait la faillite de l'industrie, la faillite des entreprises. Je ne reviens pas sur le cas Baratal, etc. Il n'y avait aucun investisseur qui voulait venir ici. Bon, il y avait aussi un projet, j'allais dire, extrêmement machiavélique en disant « je reste où je reste », etc. C'était un peu... Les bailleurs avaient lâché le Sénégal. Le Sénégal devenait dangereux. Il y avait la Casamance, etc., la Gambie, la Mauritanie, même la Guinée, tout était problématique. Mais tout ça a changé. Nous sommes dans un environnement calme. Zatora a eu raison de le dire, avec beaucoup d'humour. Moi, j'aime bien sa dimension intellectuelle. C'est vrai, le Sénégal va mieux. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Nous avons des chantiers à faire. Juste sur le plan de la prospective, quand même. Le plan Sénégal émergent aujourd'hui. Mais les gens ont commencé à l'évaluer. La première phase, agriculture, élevage, pêche, sécurité, diplomatie, ressources humaines, voilà les performances et saluons ça, cela. Alors s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire que tout va bien dans le secteur de la santé, il y a des progrès à faire. Mais regardez aussi les choix qui ont été faits en matière budgétaire. Moi je pense que quand on a un budget, Sarah, le budget n'est pas de 14 000 milliards. Je prie que ce soit 14 000 milliards. Du PIB. Voilà, du PIB, 14 000 milliards. Bon, le budget à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le PIB qui est voté à l'Assemblée, c'est le budget. Je n'ai pas dit que le PIB était voté à l'Assemblée. J'ai dit qu'ils ont gonflé le PIB. Voilà, je veux avoir une embellie au niveau du taux d'endettement. Non, moi j'attends les preuves sur ça. Je veux juste revenir sur le budget de l'État. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Le budget de l'État aujourd'hui, il y a une transparence extraordinaire qu'on n'avait pas avant. Vous cliquez sur n'importe quelle, j'allais dire, interface, on vous donne des indicateurs extrêmement précis sur le budget des ministères et les choix en matière de politique publique. Ousmane, Walfadjri est un lieu de débat. C'est vrai. Mais disons quand même aux populations la vérité sur les progrès qui sont réalisés. Maintenant, en termes de choix, mais chaque gouvernant, celui qui a la légitimité de diriger, et ce pour lequel les populations l'ont élu, il avait mis en avant l'économie, il avait mis en avant la justice sociale, il avait mis en avant l'équilibre du territoire. Tout le monde l'oublie. Quand on parle aussi de décentralisation aujourd'hui, Dakar est en train de changer. On parle de ville nouvelle avec Diamniadio. Mais en termes de prospective, et c'est là aussi, honnêtement, que le Sénégalais, opposant comme personne de la majorité, nous devons honnêtement féliciter le chef de l'État. C'est vrai. Il n'a pas regardé que son terroir. Jamais. Il a voulu équilibrer toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, on a parlé de Casamance. D'abord, je salue la paix qui est là-bas. Mais quand vous allez à Goudomp, Bignona, on en a parlé. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Nous avons l'impression que le développement, c'est ici. Parce qu'ils ont vu ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant. Allez dans le Fouta, c'est pareil. Moi, je pense qu'il faut quand même de temps en temps, les journalistes, mais sortez, allez filmer, regardez les domaines agricoles, regardez les industries naissantes, regardez le niveau d'énergie, l'accès à l'eau dans le monde rural, l'électrification. Quand on regarde ces chapelets qui sont du concret,
palpable et visible, on doit dire bingo. À combien ça a coûté? Mais ça a coûté ce que ça coûte partout dans les autres pays du monde. On a des équivalences. Nous y revenons. Ibrahima Mbow. Moulay Kamara, Ibrahima Mbow a parlé d'un Sénégal qui va mieux et également l'enseignement, l'école qui est une priorité de ce régime. Sur ce plan, si vous faites le tableau au niveau élémentaire, moyen et même au niveau supérieur aujourd'hui, est-ce que vous partagez ces avis? Ousmane, je disais tantôt que quand vous entendez parler, comme le dit Sada, leur champion, il peint un Sénégal dont le citoyen aura des interrogations et des interpellations sûrement qu'il n'arrive pas à déceler. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'année sociale, 2018 a été une année sociale, mais a été une année catastrophique socialement. L'éducation, on a frôlé l'année blanche. Malgré l'intervention du Premier ministre, n'eût été l'intervention tardive mais salutaire de la Première Dame, cette année-là devrait être invalidée aux blanches. Ce qui pose un problème du respect des institutions. Je pense qu'on est dans un pays, quand on dit qu'il y a la séparation des pouvoirs, je pense que aujourd'hui, il est formel que ça a été toujours notre combat et le combat de tous les démocrates pour que l'exécutif, le parquet ne dépend plus de l'exécutif. Ça, c'est élémentaire. Et aujourd'hui, tous les démocrates sont soucieux parce que tout simplement, quand on a un président de la République qui ose affirmer que des dossiers, s'il n'avait pas mis le coude, ça allait être catastrophique. Donc je dis qu'actuellement, il y a des affaires, l'affaire Petro-Tim est là. Aujourd'hui, le débat sur le pétrole, mais c'est un débat qui est toujours d'actualité, malgré la saisine qu'on a fait au niveau de l'OFNAC. Aujourd'hui, le maire Aliou Sall n'est pas entendu comme il le fallait. Aujourd'hui, c'est une question d'actualité. Vous parlez de l'endettement. Aujourd'hui, vous parlez des 7 000 milliards. Notre doyen Mbow et l'honorable député, à leur entendre parler, ils font l'éloge de l'endettement. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le pétrole et le gaz. L'endettement n'est pas élogieux. Ce n'est pas parce qu'on a demandé 2000 quelques milliards, qu'on nous a donné 7 000 milliards, qu'il faut dire que tout est rose. Mais ces bailleurs-là, qu'est-ce qu'ils ont en tête pour que vraiment qu'on leur demande si peu de milliards et qu'ils triplent ça? C'est cette question-là que le citoyen se demande. Donc, à cette question-là, nous voulons vraiment que vous nous apportez des réponses. Autre chose, la santé. Aujourd'hui, vous savez que peut-être dans les... aujourd'hui, l'État est en train de reculer parce que les médecins ont fait une rétention d'informations. Et nous savons qu'on est en fin d'année. Les bailleurs qui nous appuient dans notre politique sanitaire ont besoin d'informations pour évaluer. Donc, on a un président de la République qui ne respecte pas, comme il le fallait, ses concitoyens. C'est cette impression-là parfois qu'on a. La crise de l'éducation, la crise du système sanitaire, de socle de l'épanouissement humain, l'éducation et la santé. On néglige cela. Aujourd'hui, le Sud-Just est en grève illimitée. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que ce président de la République-là, qu'on soit confiant qu'il est conscient de la gravité de la situation. Actuellement, l'heure est grave. L'heure est grave et que dans 2 mois, nous y sommes déjà, nous abordons une phase où vraiment la stabilité du pays dépend de la responsabilité du chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons un code électoral non consensuel. Aujourd'hui, le fichier électoral est vicié parce que aujourd'hui, tout le monde, on a alerté l'opinion nationale et internationale. L'opposition a fait ce qu'elle devrait faire. La société civile également l'a fait. Mais face à un régime actuellement accroché
à son pouvoir et qui ne veut pas négocier, qui ne veut pas dialoguer, je pense que face à cette situation-là, on ne pouvait que participer à ces élections-là en ayant la bonne foi que peut-être au finish, ce régime-là ne va pas sacrifier les acquis démocratiques que nous avons. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons récemment, la semaine dernière, avec les rejets ou bien les recalés, nous savons que ce régime-là est tout à fait dans les dispositions à créer des conditions de non-élection. Aujourd'hui, la responsabilité est du chef de l'État et du président de la République, et nous profitons de l'occasion pour alerter les chefs religieux et les chefs coutumiers que le Sénégal est dans une phase où aujourd'hui, seul le chef de l'État peut donner les gages vraiment d'une stabilité du Sénégal. Moulay Kamara, nous allons y revenir tout à l'heure. Hamidou Dat, vous êtes interrogé tout à l'heure sur l'endettement, sur la dette du Sénégal, mais sur ce plan également, M. Ibrahim Mbow disait que l'infrastructure aussi a un coût, et aujourd'hui il a dressé un tableau un peu rassurant par rapport à cette situation. Je ne sais pas à ce niveau si vous avez été encore un peu... C'est ce que je voulais dire, c'est que moi je reviens seulement à la définition de ce que c'est un développement, qui est une définition très vieille, mais qui est toujours d'actualité à mon avis. Parce que je pense que c'est François Pérou qui disait que le développement, c'est l'ensemble des changements mentaux et sociaux d'une société ou d'une population qui la rend apte. Les changements à la fois qui sont qualitatifs et quantitatifs, et qui va rendre cette population apte à faire croître de façon durable son produit réel global. Ça veut dire qu'il y a deux dimensions. Je veux dire que quelles que soient les performances économiques, qu'on ne considère pas d'ailleurs fameuses, même s'il y a des choses qui sont faites, mais quelles que soient les performances économiques que le régime actuel aurait pu faire, si de notre côté ça ne s'accompagne pas des changements qualitatifs dont la société a besoin, ça ne sert à mon avis absolument à rien. Ce que je comprends par changement qualitatif, c'est bien entendu ce renforcement de la démocratie auquel les Sénégalais tiennent à leur démocratie. Et il y a deux pieds pour une démocratie. C'est d'abord le processus électoral, mais c'est ensuite les libertés civiles et politiques. Ça, c'est important. Et le processus électoral, tout le monde voit comment il a été torpillé, en tout cas, ces derniers temps. Et ça, je pense que tous les Sénégalais en sont témoins. Ça veut dire que d'un point de vue qualitatif, il y a ce problème-là. Parce que comment pouvez-vous comprendre, il l'a dit tout à l'heure mon collègue, jusqu'à aujourd'hui un fichier auquel l'opposition n'accepte pas. Comment pouvez-vous comprendre que ce parrainage qu'on a fait passer contre vents et marées, en allant jusqu'à faire des votes sans débat, pour faire passer une loi aussi importante et aussi capitale? Comment pouvez-vous comprendre actuellement nos collègues qui sont candidats et qui sont ressortis de ce processus de contrôle sont venus l'autre jour nous expliquer qu'en réalité, on ne leur a pas dit comment le processus de contrôle se faisait. Tu déposes tes signatures et on te dit que c'est bon ou c'est pas bon, mais le processus de contrôle, personne ne sait comment ça se passe. Alors qu'on sait très bien que s'il y a une mission de service public, évidemment, il y a une obligation de transparence. Les gens doivent comprendre comment ce processus de contrôle se fait, comment ce système fonctionne pour qu'on puisse savoir si effectivement ce qu'on dit que ce que tu as qui est bon et qui n'est pas bon, toi-même tu pourras le vérifier. Et ça, à mon avis, ils considèrent qu'ils ne l'ont. Ça, c'est du point de vue vraiment qualitatif. Le fichier est inaccessible et il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. D'un point de vue, maintenant, comme je disais, des changements quantitatifs. Et ce qui est dommage d'ailleurs, juste une parenthèse, c'est que si tu regardes de près tous les trois présidents qui sont passés, moi je peux leur citer des avancées démocratiques de taille. Si je prends Senghor, je lui cite les deux qui vont être le fait qu'il ait fait un multipartisme limité à 3 dans un contexte où c'était le parti unique qui était la règle, dès les années 60. Il a aussi fait une démission publique devant le Conseil constitutionnel un soir du 31 décembre 1980. Tout ça, c'est des leçons démocratiques fortes. Si tu prends Abdou Diouf, on l'a dit, c'est le code consensuel de 1992 qu'il a fait. Et c'est le multipartisme intégral, en modifiant l'article 3 de la Constitution d'alors pour dire maintenant, comme on dit. C'est des avancées démocratiques de taille. Mais si tu prends Abdoulaye Wade, ce qu'on peut lui citer, c'est d'avoir libéralisé le secteur de l'audiovisuel, où aujourd'hui les Sénégalais peuvent donner leur point de vue partout dans les médias.
Mais si on regarde une avancée démocratique de taille dans le régime, l'actuel régime, on a du mal à en trouver une seule. Moi, je n'en connais pas une seule avancée démocratique de taille. On nous parlera, oui, droit à l'environnement sain, accès, bon voilà, accès à un droit d'environnement, d'accord, tout ça. Mais en tout cas, je veux, comme ce que j'ai cité là, et pourtant, il n'en manquait pas. Il y avait des points sur lesquels on pouvait agir pour faire des avancées démocratiques de taille. Et ça, tous les acteurs politiques le savent. Par exemple, des trucs comme du genre, le président ne peut pas cumuler la fonction de président et parti politique. Tout ça, c'était des choses où on pouvait faire encore des avancées, mais il n'y a pas eu. Bon, donc voilà. Et d'un autre côté, sur le plan des infrastructures, si je prends un point quantitatif, c'est vrai, on ne peut pas nier le fait que le président a fait quelques efforts, il a construit quelques kilomètres ou quelques milliers de kilomètres de route, évidemment. Ça, on le lui consent, nous sommes d'accord. Mais la question fondamentale, c'est que ces gros projets dans lesquels il embarque le Sénégal, mais est-ce que c'est un gros projet comme le PSE, qui n'est même pas discuté à l'Assemblée nationale, un grand programme comme ça, qui va engager le pays sur des décennies et des décennies, et que les peuples ne s'approprient pas. Ça se voit que le peuple ne s'approprie pas de ce programme. Et il le cite, il l'explique, mais le peuple ne se l'approprie pas parce qu'effectivement, un gros programme tel qu'il le décrive de cette envergure sur plusieurs décennies, mais devrait faire quand même l'objet d'une discussion beaucoup plus large pour que tous les Sénégalais puissent l'approprier. Ça n'a pas été le cas. De gros projets comme le TER, vous avez vu la controverse qu'il y a eu. Il y a des projets d'une certaine dimension, effectivement, il faut l'adhésion du peuple. Sinon, quelles que soient les conditions, évidemment, les gens ne vont pas apprécier. Sur le plan des infrastructures, juste pour fermer la parenthèse, encore toujours, si vous prenez mais dans l'enseignement, évidemment, il manque énormément d'infrastructures. Si vous prenez, j'ai vu qu'il parle dans son discours d'industrialisation. Évidemment, on ne peut pas s'industrialiser sans infrastructure. Et parce qu'on ne peut pas s'industrialiser sans de la recherche, parce que c'est l'innovation qui donne l'industrialisation. On peut les industrialiser avec des transformations de produits agricoles, mais les deux pieds essentiels d'une industrialisation, c'est d'abord les infrastructures, mais c'est l'innovation. Et qui dit innovation, dit recherche. On ne peut pas faire de l'innovation sans faire de la recherche. Et qui dit recherche, dit une excellente formation. Et qui dit une formation, dit les infrastructures. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les infrastructures pour faire de la recherche. Est-ce que tous ces fonds qu'on a mis dans le TR, qu'on a mis partout, est-ce qu'il ne serait pas bon d'en faire de bonnes structures, d'infrastructures de recherche? Les universités n'arrivent pas à finir. L'université Saloum, il est là. L'université Amadou Mahtar Mbow, ça va entrer dans la 4e ou 5e année. Il était convenu qu'ils accueillent 30 000 étudiants par an pour désengorger l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce n'est pas encore le cas. C'est des infrastructures qui vont mettre peut-être 10 ans avant de se matérialiser, peut-être, ou 5 ans. Et entre-temps, le flux va augmenter et finalement, l'impact sera nul. Donc je pense que voici des priorités où il aurait fallu peut-être mettre tous ces multimilliards qu'on a mis ailleurs. Tout ceci pour dire que ces gros projets, en tout cas, nécessitent des discussions beaucoup plus pour emballer l'ensemble du peuple sénégalais. Pour emballer l'ensemble. Professeur Hamidou. Merci. Sarah Sall, c'est vous, Zator. Ce serait une erreur grave parce que là, vous devez apporter des réponses par rapport à ces interpellations. Oui, c'est parce que le président a abordé, Zator, le président a abordé le scrutin de février 2019 et sur ce plan également, il a insisté sur la paix, et puis la transparence et des élections aussi démocratiques. Mais également, les gens aussi s'interrogent comme lui sur cette paix parce qu'on annonce l'arrestation de potentiels candidats s'ils arrivent à Dakar. Le PDS parle d'un citoyen qui doit revenir au pays. Et sur ce plan, est-ce qu'on peut s'attendre à des concessions? Parce que la paix aussi se fait à deux, ainsi que le dialogue. Est-ce que sur ce plan, on peut s'attendre à des concessions qui peuvent nous mener vraiment en sécurité? Vous savez, nous pouvons reprocher tout au président de la République, sauf sa volonté et le fait d'avoir matérialisé, n'est-ce pas, cette même volonté de dialoguer. J'ai bien aimé ce que vous avez énuméré tantôt en disant que Senghor a fait ceci, Abdoulaye Wade Abdou Diouf a fait cela, Wade, etc. Mais vous avez oublié également de mentionner qu'en face de ces présidents de la République, il y avait une opposition républicaine. Une opposition, Maître Wade du temps de Diouf, allait souvent discuter autour de l'essentiel, mais quand quelqu'un ne veut pas vous voir en peinture, quand on confond l'opposition en termes de principe républicain à la haine
simplement, mais les gens n'avanceront pas. Quand on entend certaines personnes parler du président de la République, mais on pense que même vraiment, le président a eu à tuer leur enfant ou je ne sais pas quoi. Il n'y a aucune rationalité dans le discours, aucune. Je voudrais m'excuser tout à l'heure de vous avoir coupé, parce que ce n'est pas de mes habitudes, mais j'ai sursauté quand vous avez parlé de tripatouillage de chiffres quand même. Mais même un enfant du CP ne vous croirait pas. C'est facile de faire des déclarations à l'emporte-pièce. On a tripatouillé. Qui a tripatouillé? Vous avez dit que l'ANSD n'a pas donné de chiffres depuis 2014. Ce n'est pas vrai. C'est absolument faux ce que vous avez dit. Tapez dans Google tout de suite, vous verrez les chiffres de l'ANSD. Et vous dites que depuis 2014. Voilà le type de fake news qui aujourd'hui ponctue la vie politique sénégalaise. Qui cache l'essence, la quintessence même de ce que devrait être un débat politique. Parce que le débat politique ne devrait pas être chargé. Vous avez dit que, cher Gueye, vous avez dit tantôt que le président Senghor n'a jamais empêché Abdoulaye Wade de se présenter, Abdou Diouf aussi, Abdoulaye Wade également, mais Macky Sall aussi. Abdoulaye Wade n'a jamais géré de deniers publics. Il n'a jamais été poursuivi pour des fautes de gestion. Ça a été le cas pour Diouf. Ces personnes que vous citez ont maille à partir avec la justice, qui est impersonnelle, qui n'appartient à personne. Si quelqu'un aujourd'hui lève son doigt pour dire que je veux gérer vos deniers publics, il faut qu'il se prépare par la même occasion à la reddition des comptes, qui est un principe élémentaire. Vous, comme moi, sommes conseillers à la ville de Dakar. Si vous voulez parler de ce sujet précis, le président de la République, où est sa main dans ce qui est arrivé à la ville de Dakar? On ne nous a jamais parlé en conseil municipal de fonds politiques. Il est là, je le prends en témoin. Jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Si ça est, il faut me dire quand. Il n'y a jamais eu, mais non, parce que simplement, il faut arrêter. Non, il faut simplement arrêter des fois de jouer avec l'intelligence des Sénégalais. Dans la nomenclature budgétaire de la ville de Dakar, il n'y a pas une seule ligne où c'est mentionné fonds politique. C'est pas vrai. Alors, quand on vient pour contrôler, mais ça, c'est... Souvent, quand la justice condamne, on dit non, le président Macky Sall est en train de choisir ses adversaires. Mais c'est pas vrai. Le parrainage n'est pas une nouveauté au Sénégal. Hein. Ça existe depuis fort longtemps, le parrainage. Le président a appelé tout le monde autour de la table pour discuter de ces questions. Il y en a qui ont choisi de ne pas venir, c'est leur droit. Il ne va pas prendre des policiers et des gendarmes pour dire allez tirer monsieur tel ou monsieur tel autour de la table. Les gens ont discuté. Ce projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale, voté conformément à la loi et au droit. Quand une loi est votée, elle s'applique erga omnes. Ça, c'est un principe intangible. La loi est votée, elle s'applique à tout le monde. Depuis tout le temps, les candidats indépendants étaient assujettis à ce principe de parrainage. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, l'histoire commence. Moi, j'ai entendu des représentants de l'opposition me dire que même le président de la République a eu raison de passer par le parrainage. Quand vous disiez tout à l'heure que ceux-là qui vous ont représenté vous ont dit qu'ils n'ont rien compris dans ce qui s'est fait dans la salle, mais pendant ce même temps, d'autres j'ai entendu les représentants de Idrissa Seck particulièrement, et de quelqu'un d'autre saluer le travail qui a été fait à l'intérieur de la salle du Conseil constitutionnel. Je précise que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, le Conseil constitutionnel a fait recours à la présence de personnalités indépendantes pour justement valider, pour justement donner un crédit supplémentaire au travail qui est en train de se faire. Alors, où est le problème? Si quelqu'un ne peut pas en amont mobiliser 1%, comment peut-il en avoir 51% de l'électorat? Il ne faut pas qu'on nous leurre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'autre maintenant qui pense être président de la République en pointillé depuis Doha, mais quand même, nous, les Sénégalais, les pur sang. Personne ne nous dirigera depuis Doha ou depuis je ne sais où. Si l'on n'a pas vraiment, je dois dire, le courage de venir affronter les Sénégalais sur le plan des programmes. Parce que en 2012, quand nous arrivions au pouvoir, on avait 1,7 de taux de croissance. Hein. J'étais tout le temps avec Cheikh Gueye pendant la campagne. Pendant les 21 jours, on était tout le temps ensemble. On disait nous voulions une majorité pour le président Macky Sall, pour apporter les changements qu'il faut. Toujours, matin et soir, on était ensemble.
peut-être, comme l'a si bien indiqué tout à l'heure mon grand frère Mbo, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est en face. Et comme il l'a si bien dit, pourquoi Macky Sall a été élu? Il y avait des principes. La reddition des comptes en faisait partie, la bonne gouvernance en faisait partie. Et le pays était géré par le camp de mon ami de droite. Maintenant, aujourd'hui, celui qui est à ma droite et celui qui est à ma gauche se retrouvent circonstanciellement pour s'opposer à nous. Ça veut dire qu'il n'y a rien de solide. Toi pour que je m'y mette. Et je crois que c'est des principes qui aujourd'hui ne devraient pas avoir droit de citer dans un pays comme le Sénégal. Au moment où nous parlons aujourd'hui, nous sommes à 7,2% de taux de croissance. Mais c'est une prouesse importante. Nous avons un cadrage. Monsieur a parlé tout à l'heure de pourquoi on a demandé si peu, on nous a donné autant. Moulay Kamara. Moulay Kamara qui est mon esclave, parce que c'est un camarade d'ailleurs. Mais oui, il peut s'étonner de ça. Parce que c'est parce que c'est crédible. Le président a présenté un programme à l'horizon 2035 avec la phase 2 du plan Sénégal émergent. Je précise, qui est passé à l'Assemblée nationale, discuté, voté par les députés. Le budget que nous votons, ça s'appelle la loi de finances et qui rentre dans le cadre d'un cadrage macroéconomique. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que non, c'est pas vrai. Ça a été discuté. Non, Ousmane, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je voudrais quand même revenir. On a parlé de la grève des enseignants. Pour la première fois, on a mis un comité de suivi dirigé par le Premier ministre qui régulièrement rencontrait les syndicats pour faire le point des avancées qui ont été faites dans ce secteur-là. Mais reconnaissez avec nous qu'avec 80 000 enseignants, souvent le pays ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Ce n'est pas possible. Parce que tout rentre dans le cadre d'une programmation. Tout est question de gestion. On ne peut pas aujourd'hui régler tous les problèmes. Je crois que ça, il faut le comprendre. On a parlé du domaine de la santé. Je vais vous donner juste une indication. Quand nous arrivions en 2012, il y avait moins de 80 ambulances au Sénégal. Aujourd'hui, nous en sommes à 475 ambulances médicalisées au Sénégal. Là, en 2012, 2013, 2014, il y a eu 3 vagues de sages-femmes qui ont été recrutées. Parce qu'il y avait un déficit de personnel. C'est une réalité qui est là. Personne ne peut le nier. Nous sommes un pays pauvre qui avance sûrement. Alors, sur le terrain, je ne vais même pas m'éterniser sur le terrain, parce qu'on avance des chiffres chimériques. Un avenant ne peut pas dépasser 16% du projet. Ça, je n'ai pas besoin de l'indiquer quand même. Un avenant, il ne peut pas dépasser 16% du projet. Comment pouvez-vous avoir un projet de presque 600 milliards et vous retrouver avec 1500 milliards? C'est quel avenant ça? Vous ne partagez pas les Non, mais ça, c'est ça la réalité. Il ne peut pas y avoir un avenant qui dépasse le cadrage de 16%. Et sur l'industrialisation, quand nous arrivons, mais au Sénégal, il n'y a plus d'industrie. Notre fleuron de l'industrie, la Sonacos, avait été bradé. Aujourd'hui, c'est passé. Il a fallu au président de la République du courage pour reprendre cette industrie-là. Au prix de beaucoup de choses. On nous parle de l'arachide. Oui, il y a des prouesses importantes aujourd'hui dans le secteur de l'arachide. Si vous allez dans le monde rural, c'est teg-tegui. Vous mettez votre arachide, on vous paye votre argent. Je viens d'une conférence internationale sur l'agriculture où les prouesses du Sénégal ont été chantées. Aujourd'hui, nous sommes à 1 600 000 tonnes de riz paddy. C'est une prouesse. Nous sommes à 1 400 000 tonnes d'arachide, mais c'est quand même important. Et tout ça, doulourous. J'aime bien la formule du ministre de l'Agriculture qui dit, à la place des pronostics, je préfère les statistiques. Mais oui, parce que simplement le président a mis de l'argent dans la mécanisation, dans les semences de qualité, dans l'engrais de qualité, mais également une subvention importante pour le monde rural. Et c'est cela qui a aujourd'hui permis quand même à notre pays de parler d'autosuffisance en riz. Et je dois vous dire que la production horticole également a été multipliée par 4. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faudrait pas occulter. Maintenant, sur le plan de la démocratie, je voudrais terminer par là. Vous savez, au Sénégal, il n'y a pas de prisonniers politiques. Ici, au Sénégal, il n'y en a pas. Tous ceux qui sont dans les liens de la détention
ils sont par le fait d'une faute de gestion ou alors par le fait du droit commun. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Il n'y en a pas. Les élections se tiendront. Hein. Ceux-là qui pensent qu'ils ne sont pas prêts là pour dire que non, il faut que les... Mais non, parallèle. Il y a ceux qui parlent de report. C'est-à-dire, avance, c'est-à-dire, les élections se tiendront en bonne date. Et ça, il faudrait que les gens le comprennent. Il n'y a pas de prétexte en disant non, tel... Oh, Inch'Allah. Le 24 février. Le 24 février au soir, je voudrais bien que nos amis puissent être invités au palais pour prendre le café auprès du président Macky Sall qui va quand même embrayer son deuxième mandat, Inch'Allah. Il va gagner au premier tour. Zator Mbaye. Voilà, parce que ça rassemble sur ce point, la justice fait son travail, c'est ce qu'a rappelé tout à l'heure Zator Mbaye. Et sur ce plan, on a annoncé le retour de Karim Wade pour bientôt. Le président également, peut-être par rapport à ce que lui permet de faire concernant la justice, a annoncé une amnistie, peut-être s'il gagne l'élection de février 2019. Par rapport à la séparation des pouvoirs et à une justice qui fait son travail, il a parlé de réduction des comptes. Certains voient par ailleurs un règlement de compte. Est-ce que c'est votre avis? Parce que sur ce plan également, les gens s'interrogent. Je crois que notre ami Zator Mbaye peut rêver. Il peut rêver de ce second mandat qui entre leur sommeil depuis le 4 avril ou le 2 avril 2012 quand ils ont prêté serment. Ils n'ont pensé qu'à ce second mandat. Et c'est pour ça que malheureusement, je crois qu'il faut revenir sur certains aspects. Si vous prenez ce qu'ils appellent l'état de droit, il n'y a pas de prisonniers politiques. Vous savez, ils sont très forts pour les affirmations gratuites. Les unes plus grossières que les autres, ou les unes plus fausses que les autres. Parce que tout à l'heure, dans son propos, il a même parlé campagne teg. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, quand on est sur ces plateaux, c'est pas parce que lui il a laissé son michui chez lui et avec son ventre tranquille là qu'il pense que voilà, tout le monde est comme lui. Non, les paysans qui le suivent, ou ces fils de paysans qui le suivent, qui sont des intellectuels comme lui, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être là sur ce plateau pour se défendre, savent que ce qu'il dit là, mais il n'y a absolument rien de plus faux. Moi, je suis issu de ce monde rural. Avant de venir, j'ai pris la précaution d'appeler beaucoup de zones, de Prampampi en passant par Vélingara, en passant par Mérina Koboren, etc. Il n'y a pas un seul village où l'État a mis de l'argent pour acheter des arachides. Il n'y en a pas. Les gens amènent leurs graines dans les loumets pour vendre à 175 francs le kilo. C'est ça la vérité. Et ça, je ne le dis pas pour Zator, encore moins pour mon ami Ibrahim Mbow. Je le dis en toute connaissance de cause et je le dis parce que je sais que les Sénégalais me suivent, ceux-là qui sont concernés par cette campagne arachidière. L'année dernière, par exemple, il n'y a pas eu de campagne arachidière. Et je le dis toujours, vous savez, les paysans, c'est des gens très braves et ils représentent un fort taux de la population sénégalaise. Ils ont un poids important dans notre PIB, etc. Ils font aussi beaucoup d'efforts pour scolariser leurs enfants comme Zator, comme moi, comme tout le monde. Je le disais l'autre jour, un paysan qui se débrouille, il prend des fournitures scolaires pour ses enfants, pratiquement la plupart du temps à crédit. Il se nourrit à crédit pendant toute une saison hivernale. À la récolte, il s'attend à ce que l'État joue son rôle, parce que l'État doit être là pour tout le monde. D'accord? Il ne suffit pas de donner 500 000 francs aux épouses des diplomates pour se dire que bon, j'ai fait un bon travail. Il ne suffit pas de donner des trucs à des députés qui sont là pour voter des trucs sans débat, pour dire que j'ai fait un bon travail. Non, les paysans aussi, c'est des Sénégalais. Eh bien, ces gens-là, malheureusement, leurs enfants, pour lesquels il faut énormément de sacrifices, quand ils arrivent ici, après le bac, depuis qu'ils sont là, soit ils les jettent dans l'université virtuelle, où il y avait pratiquement 20 000 étudiants, c'est devenu la deuxième université après l'UCAD, d'accord, où on les envoie dans des écoles privées, en refusant de payer. 40 000 sont dans la rue. Alors, de qui se moque-t-on? De qui, à la limite, se fout-on dans ce pays? Quand on dit que oui, tout est bien, il n'y a pas de problème. Vous savez, à beau vouloir faire un débat correct, machin, parfois, il te pousse à dire des choses qui frisent un peu. Alors, parce que franchement, l'état de droit, il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. D'accord? Karim Wade, il a été jugé par quoi? Par la CRI. Mais avant d'en arriver là, ils ont fait une liste de 25 dignitaires, disent-ils, du Parti démocratique sénégalais. Et d'autres. 25. Qui a été condamné? C'est lui qui a purgé 3 ans, 2 mois de prison, sans broncher, avec beaucoup de dignité. Et jusqu'au moment où je vous parle, ils n'ont pas donné la moindre preuve qu'il a pris 1 centime. Ils ont fait des commissions rogatoires sur tous les coins du monde, en dépensant des milliards. Ça aussi, c'est une autre question qu'on va devoir élucider un jour.
Rien. Ils ont commis des experts, des pseudo-experts, Albouri, le fameux machin, avec 47 milliards de Singapour. Absolument rien n'a été prouvé. La CEDEAO, comme le cas de Khalifa Sall, a dit plus d'une fois qu'il a été jugé par un instrument qui ne respecte aucun standard du droit international, avec le renversement de la charge de la preuve, avec l'impossibilité de faire un appel, etc., un recours. D'accord. Donc, ils en ont fait fi. Ils disent, oui, nous sommes un État souverain, etc. Quand ça les arrange, c'est un État souverain. Même s'ils savent qu'ils ont signé des conventions internationales, ils ont ratifié et tout. Donc, ils ont cédé une partie de cette souveraineté. Mais quand ça les arrange, ils disent, non, non, c'est pas notre problème. Comme avec Khalifa. Ensuite, le truc des Nations Unies sur la détention arbitraire a donné un avis, le groupe de travail. Ils n'en ont pas, ils en ont cure. Là, récemment, le comité des droits de l'homme des Nations Unies a donné un avis très important. Parce que vous savez, en football, par exemple, il est peut-être sportif, mon ami, ce bâton, c'est un peu provisoire. Écoutez, quand vous avez un tournoi important, vous êtes dans une phase où celui qui bat l'autre, eh bien, passe à la phase supérieure. Vous tirez un penalty. L'arbitre vous dit, vous l'avez mal tiré. Donc, je ne vous l'accorde pas. Et vous reprenez le tout. Vous reprenez à 0. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de qualifié tout de suite. Avec Karim Wade, avec cet avis du groupe de travail des Nations Unies, c'est exactement ça. On leur a dit, son jugement, il faut le reprendre. Ça a été mal fait. Vous n'avez pas respecté ses droits. Vous n'avez pas respecté le standard du droit international. Vous avez fait un renversement de la charge de la preuve, etc. Il faut le reprendre. Ensuite, ils sont allés au niveau du code électoral. Ils ont mis des termes électoraux. Vous savez, c'est vilain. Tout à l'heure, mon ami Daf, plutôt, quand il parlait de tous ces progrès de notre démocratie, grâce aux efforts des uns et des autres, mais particulièrement à ces hommes qui viennent de citer, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Vous savez, un chef d'État, ce n'est pas qu'un titre, c'est une posture. Une posture. Malheureusement, nous avons affaire à des gens, voilà, c'est des vœux pieux, c'est des slogans, c'est des belles phrases, etc. Et puis c'est des trucs, des affirmations gratuites. Parce que tout à l'heure, mon ami Mbou, je ne sais pas où est-ce que ces industries dont vous parlez, où est-ce qu'elles sont? Ces industries-là. Vous avez parlé d'industrie naissante. Il n'y a pas d'industrie au Sénégal. Si vous en créez une, vous en tuez 10. La dette intérieure dans ce pays, les entreprises, ça a dépassé les 700 milliards depuis longtemps. Le PIB dont je parlais tout à l'heure, je n'ai jamais dit que le PIB était voté à l'Assemblée nationale. J'ai dit les critères de conversion de l'UEMOA, le taux d'endettement qui ne devait pas dépasser 70%, d'accord, du PIB. Vous avez tripatouillé, vous avez manipulé, en déplaise à mon ami Zator, vous avez changé le mode de calcul pour en gonfler le dénominateur, pour influer sur le résultat. Aujourd'hui, il parle de je sais pas moi, de 62% ou de 47%, mais les gens ont depuis longtemps dépassé 65%. 47%. C'est ça la vérité. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous parlez de 7,2% de croissance. De croissance. Quand vous voyez les secteurs qui portent cette croissance, il n'y en a pas un qui est contrôlé par des Sénégalais. D'accord? Donc c'est pour ça que je disais tantôt que c'est une croissance appauvrissante. L'autre élément, il se targue d'avoir récolté 7 000 milliards lors du dernier club de Paris, le groupe consultatif de Paris. Mais écoutez, quand vous allez prendre de l'argent, d'accord, et puis après, d'une main, de l'autre main, vous retournez ça à ceux-là qui vous ont prêté. Parce que les entreprises qui gagnent ces marchés-là, qui travaillent, parce qu'ils ont changé le code des marchés publics. Aujourd'hui, c'est une histoire d'entente directe là. D'accord? Les lettres de confort, etc. Mais les entreprises sénégalaises n'en profitent pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patronat sénégalais qui le dit. C'est la sous-traitance. Aujourd'hui, il faut miroiter la seconde phase du PSE. Mais avant de parler de seconde phase, faudrait-il déjà évaluer la première phase, savoir qu'est-ce qu'on en a fait. On nous embarque dans un truc en disant horizon 2035. Déjà, c'est une arnaque. Parce qu'il sait qu'il n'est pas là ad vitam aeternam. Le minimum aurait été d'associer tous les secteurs de notre société pour en débattre. Parce qu'il doit se dire que de toutes les façons, au maximum, j'aurai 10 ans, je vais devoir partir, d'autres vont arriver à ma place. Donc comme c'est un programme qui engage toute une nation, il faut en parler. D'accord. Et de manière très approfondie. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on nous parle de deuxième phase. Deuxième phase. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de, je ne sais pas de quoi, les privés. Regardez la première phase. Il y avait 1111 milliards qui étaient prévus pour participation du privé. Mais absolument rien.
Le secteur privé national. D'accord. L'endettement, ils s'endettent. Ils parlent de, oui, des taux concessionnels, c'est des durées relativement longues. Mais où est-ce qu'ils mettent ça? Les Sénégalais se posent la question. Diamniadio est devenu un gouffre à milliards. D'accord. Le budget administratif, c'était 17 milliards au départ, on est à 40. D'accord. Et c'est pas fini. Ils avaient conventionné des maisons, des trucs pour abriter les ministères. C'était presque 6 milliards par an. Aujourd'hui, ils ont à la va-vite construit un truc, une sphère ministérielle à Diamniadio. Ils ont obligé les fonctionnaires à y aller. Ils me suivent, ces fonctionnaires-là. La peur, la mort dans l'âme. Parce qu'il n'y a aucun plan de déménagement. Aujourd'hui, pour se restaurer, c'est un problème. Pour s'y rendre, c'est un problème. D'accord. Alors, et la ville qu'ils veulent faire à Diamniadio, au départ, parce que là aussi, c'est un problème. Le président Wade ne voulait pas en faire une ville. C'est une zone industrielle. Parce que quand vous en faites une ville, très rapidement, vous créez une conurbation entre Bargny et Rufisque et Dakar. Donc vous en faites un mégapole qui démultiplie les problèmes au lieu de les résoudre. Le parc industriel n'a pas suffi. Le parc industriel, tout ça. Là. Mais vous savez, c'est des chimères. Diamniadio, vous y allez, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de route, il n'y a rien. C'est un méli-mélo pas possible. C'est un fourre-tout, on met des milliards. Hein? Les pièces d'identité, 54 milliards. On n'arrive pas à avoir donné les cartes d'identité aux Sénégalais. Il y a 1 600 000 Sénégalais qui n'ont pas de carte d'identité. Non pas. D'accord. Hein? L'histoire de Petro-Tim. Petro-Tim, on prend nos blocs, on les donne à son frère, à Total, un ministre de la République qui était avec eux, à Thierno Alassane, qui démissionne parce que ce qu'ils ont fait ne correspond pas aux intérêts du Sénégal. C'est le dossier d'Arcelormittal. D'accord. Et tous ces dossiers, figurez-vous, ont été pilotés par le même Aly Ngouille Ndiaye, qui a été capable de faire un faux rapport de présentation à Abdoul Mbaye quand il était Premier ministre. C'est lui pour qui présenter doit conduire Petro-Asia qui était à la base de tout, comme une des plus grandes sociétés dans le domaine, avec les compétences et les moyens financiers requis, et ce n'était pas vrai. Notre ministre de l'Intérieur qui doit organiser... Quelqu'un qui est capable de faire ça, vous lui confiez nos élections, mais qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a raison, il est dans sa logique. Il dit, mon souci, c'est de faire en sorte que Macky Sall gagne ses électeurs et leurs cartes et qu'ils votent pour qu'ils passent au premier tour. Et on a dit qu'on ne peut plus voler des élections au Sénégal. Et vous pensez que dans ces conditions, les gens vous laissez organiser des élections comme si... Ousmane, le débat est visiblement très déséquilibré quand même. Non, mais vraiment, non. Mais il Sergueï vous a bien dit que chacun représente une entité. Oui, mais bon. Vous avez parlé combien de temps? Pendant 10 minutes. Vous avez parlé combien de temps? Même pas 6 minutes. Le temps d'ailleurs qui nous est imparti est épuisé. Nous allons donner la parole à Serguï. Je vais terminer par une chose. Ce qu'a dit mon frère est important. La paix, c'est un comportement. Vous ne pouvez pas faire poser tous ces actes-là, marcher sur nos droits, traverser le code électoral qui a permis 3 alternances, et puis se mettre de l'autre côté en disant, oui, il y a des gens qui veulent brûler le pays. Non, s'il y a problème dans ce pays, c'est de leur fait. Parce que c'est eux qui ne veulent pas respecter les règles du jeu. Serguï Zator Mbaye dit qu'il n'y a plus de prisonniers politiques au Sénégal. Sur ce plan, c'est un peu rassurant parce que là, c'est la réduction des comptes et ils l'ont été donc par faute de gestion ou autre droit commun, mais ce n'est pas une question qui est liée à leur opinion. Cela aussi, je pense que ça a été vérifié par certains Sénégalais. Je ne sais pas si ça vous rassure. Alors, si Khalifa Sall n'est pas un prisonnier politique, il me dit qu'est-ce qu'il est. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Ce n'est pas la peine de revenir sur la caisse d'avance. Lui, qui vient rarement aux réunions du conseil municipal, il ne me démentira pas. Quand il me dit que le conseil municipal n'a jamais voté ça, je lui pose, mais où est-ce que tu étais, cher conseiller? J'ai bien dit fonds politique. Ils n'ont jamais parlé de fonds politiques. Je reviens sur toi. Voilà. Tu n'as jamais voté de fonds politiques, tu n'as jamais voté de caisse d'avance. Qu'est-ce que tu as voté? Tu as voté des dépenses diverses. C'est les dépenses diverses. Dans la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, il n'a ni fonds politiques, ni caisse d'avance. C'est des dépenses diverses, chapitre 74-110, logées dans le cabinet du maire, laissées à la discrétion du maire. C'est ça la nomenclature budgétaire. Et c'est très clair. Je pense que Khalifa Sall, son cas, c'est que il symbolise la dignité et le refus à la compromission. Il l'a dit. S'il avait accepté au départ, il ne serait pas aujourd'hui dans les liens de la détention. On a beaucoup épilogué. Je ne reviendrai pas sur l'agenda juridique. Nous avons tous suivi la cadence qui a caractérisé le procès de Khalifa Sall et son arrestation. Je ne reviendrai pas sur son interpellation sans la présence d'un conseil. Je ne reviendrai pas sur le non-respect de ses droits.
toute la procédure émaillée par des dysfonctionnements. Nous avons entendu le rapport de la CEDEAO, la Cour de justice. Nous avons entendu les institutions internationales donner leur avis sur le cas Khalifa Sall. Nous avons même suivi ces derniers jours les avocats de Macky Sall essayer aujourd'hui de porter encore un coup sur les textes et règlements qui régissent notre pays. Et quand ça sort de la bouche d'un avocat, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Aujourd'hui que la Cour suprême doit siéger pour donner son délibéré, nous avons entendu des avocats qui sortent de nulle part tenir des propos qui n'honorent pas notre pays, qui n'honorent pas la justice de notre pays. Au moment où des gens étaient à la Cour suprême, on a vu, je ne veux pas vraiment m'épancher sur ce dossier-là. Le chef de l'État a promis peut-être ce qui lui appartient aujourd'hui, c'est une amnistie quand il gagne les élections. Mais il n'a même pas à le dire, parce qu'il ne sait pas. Moi je ne sais pas comment on appelle cette dame-là, qui Guissané. Comment tu dis? Selbe ou bien Selbe. La voyante. Je ne fais pas du selbendum pour dire si je suis élu, je vais amnistier. Non, il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas non plus le droit de dire d'aller au club de Paris pour emprunter pour son successeur. Parce que rien ne lui dit que dans 2 mois, il sera ou il ne sera pas président de la République. Il aurait dû attendre après les élections pour aller au club de Paris. Et aller au club de Paris, ce n'est pas une première dans l'histoire de notre pays. Tous les présidents sénégalais qui se sont succédés, à chaque fois qu'ils sont allés au club de Paris, ils ont récolté plus que ce qu'ils demandent. Et on est tout simplement à l'étape d'annonce. Parce que rappelez-vous, le dernier voyage du gouvernement au club de Paris, ce qui avait été annoncé ne correspond pas à ce qu'ils ont en définitive récolté. L'annonce, ce qui est annoncé, ce n'est pas ce qui va être récolté. D'accord. Faisons attention. Voilà. Et ce qui va être récolté aussi doit être utilisé et dépensé conformément aux préoccupations de notre pays. D'accord. De manière Je voulais tout simplement revenir sur cette question pour dire on ne peut pas semer l'arbitraire et l'injustice pour espérer récolter la paix et la stabilité. D'accord. On parle de stabilité dans ce pays. Laissez-moi partager avec vous un certain nombre de préoccupations. Je n'insisterai pas sur le parrainage, mais aujourd'hui, regardons la Sénat. Doudou Ndir et tous ceux qui y siègent, mais leur mandat est arrivé à terme. On devait nommer d'autres. Mais je leur dis que même si vous n'êtes pas démis et on n'a pas nommé d'autres, prenez quand même par rapport à l'honorabilité de cette fonction, au service rendu à la nation, votre courage à 2 mains pour partir encore qu'il est temps. D'accord. Voilà. Si vous allez à la CNRA, c'est exactement la même chose. On ne peut pas imposer des personnalités au niveau de ces instances-là pour parler au nom du peuple sénégalais. Le processus électoral, on en a parlé, il est biaisé. Aujourd'hui, je suis en phase avec mes collègues qui ont fini de montrer les dysfonctionnements et les manquements qui ont émaillé justement l'opération de parrainage. De contrôle. Mais il y a beaucoup de difficultés. Les tripatouillages du processus électoral, j'avais oublié tout à l'heure en faisant l'état des lieux, les émeutes de l'eau que nous avons vécues ici, quand on parle de dessalement de l'eau, mais les émeutes de l'eau c'était avant-hier. D'accord, Cheikh Gueye. Voilà, Ibrahim Mbow, pour placer quelques mots par rapport à ces interpellations. Très rapidement, et je salue un peu la teneur du débat démocratique. Mais rappelez quand même qu'au niveau économique, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Nous avons les critères de convergence UMOA, CEDEAO, et ça c'est quand même calé. La Banque centrale joue son rôle et de contrôle. Deuxième élément, mais quelles sont les industries qu'on a créées? Mais regardez dans le domaine de l'électricité, l'énergie est vitale. La production est passée de 500 MW à plus de 1148 aujourd'hui. Les éoliennes sont là. L'énergie solaire est là avec les centrales, Bohol, Malikounda, etc. C'est la réalité.
Dans le domaine des BTP, vous l'avez dit, les pistes et les routes, sans infrastructure, il n'y a pas de développement, c'est la vérité. Mais l'autre élément aussi qu'il faut dire, c'est l'agroalimentaire. Je l'ai rappelé avec la production horticole aujourd'hui. Allez dans tous les marchés du monde, allez à Rungis, au marché international, vous trouvez des produits sénégalais, nos artisans, nos pêcheurs. L'élevage, le ranch de lait était problématique, c'est réglé aujourd'hui. Zone de repli pour les éleveurs. Moi, je pense que dans le domaine économique, on ne peut pas nier le fait. Il y a un réveil de l'industrie et c'est performant. Le patronat sénégalais a pris part. Le code pétrolier, mais il faudrait qu'on vous donne le code pétrolier. D'ailleurs, c'est l'occasion pour saluer un peu le travail qui a été fait au niveau du Conseil économique, social et environnemental, présidé par Mme Aminata Tall, sur la transparence. Les journées portes ouvertes ont été organisées sur la transparence en matière de produits pétroliers. Tous les experts étaient là, unanimes, et ça a été salué. Lisez le code pétrolier. Si on a pu avoir des facilités pour négocier le 50-50 avec la Mauritanie, mais c'est bien parce qu'il y a une transparence à la base. Moi, je pense que sur ces aspects-là, il faut le saluer. Autrement, vous parlez aussi de faits. Mais moi, je reviens un peu sur j'allais dire, la dimension, entre guillemets, sur la justice. Mais laissons les magistrats travailler. La séparation de pouvoir doit être plus qu'une réalité. Moi, je ne parle pas du cas Khalifa Sall ou de Karim Wade, outre mesure. Parce que d'abord, mais ce sont des Sénégalais comme tout le monde. Mais ce n'est pas eux qui font le Sénégal. S'ils ont des problèmes avec la justice, laissons la justice trancher. Les politiciens faussent le débat et parasitent le débat. Mais l'autre élément aussi qu'il faut dire, quand même, mais c'est le profil de monsieur le Président de la République. Mais vous l'aviez salué à un moment donné. Son parcours est réel. Moi, j'ai eu la chance de suivre depuis plusieurs années, 30, etc. Rigoureux, pointilleux, scientifique, méthodique, généreux. Il a un projet, vous ne pouvez pas gouverner à sa place. Vous n'avez pas la légitimité pour gouverner à sa place. Vous voulez, mon ami Dat le disait tout à l'heure, oui, il faudra discuter du PS, etc. Mais discuter. Quand est-ce que nous allons travailler? Le Sénégal a besoin de travail, le Sénégal a besoin de performance, le Sénégal a besoin de compétitivité. L'autre élément aussi, mais tous les pays voisins, tous les pays européens, tous les bailleurs, etc., et les entreprises veulent venir au Sénégal. Alors moi, effectivement, on ne va pas dire tous les Sénégalais sont heureux, ça n'a pas de sens, mais c'est un projet. Et l'autre élément aussi qui est majeur quand même, c'est la volonté du chef de l'État de partager les fruits de la croissance avec la solidarité nationale. Mais ça, c'est un choix. Mais en termes de perspective, où est-ce que nous allons? Zéro bidonville, c'est un projet extraordinaire. Zéro déchet. Là, au niveau environnemental, il y a des projets qui sont faits. Le Sénégal va organiser le Forum mondial de l'eau dans 2 ans. S'il vous plaît, 2021, le Sénégal organise le Forum mondial de l'eau, sous couvert des Nations Unies. Mais vous savez, quand on a un pays aussi performant, il faut quand même le saluer. Dernier élément, sur les aéroports, quand même. On a trouvé un chantier difficile. C'est la vérité. Le président Wade avait voulu faire AIBD. Il a eu raison de vouloir le faire. Mais 25 à 30% seulement aujourd'hui, c'est achevé. Des avions. 2 nouveaux avions vont arriver. Des A330-900. Air Sénégal reprend du service. Donc où est l'argent du pays? Mais vous le voyez, Air Sénégal va démarrer là, bientôt. Avec des liaisons aussi bien sur le plan du Sénégal, sur le plan intérieur que sur le plan international. Nos aéroports étaient défectueux. Saint-Louis, Ziguinchor, Tamba. Aujourd'hui, 5 aéroports au niveau des régions. Parce que Dakar n'est pas que le Sénégal. Il faut aussi avoir cet aspect des choses. Moi, je pense qu'on peut discuter de perspectives, on peut discuter de prospectives, mais les choix sont bons, le profil est là. Et je pense que très honnêtement, il peut dormir tranquille. D'accord, voilà, le temps qui nous est imparti étant épuisé. Zator, 2 mots rapidement pour répondre à ces interpellations de Sarah Sall. Non, mais vous savez, je ne vais même pas répondre. Non, le temps qui nous est imparti, c'est... Je ne vais pas répondre aux interpellations. Je vais juste rappeler aux Sénégalais que nous sommes aujourd'hui à une phase importante de la vie de notre nation. Quand même, si aujourd'hui, ceux-là qui étaient là il y a juste 5 ans, c'est riche en donneurs de leçons, ce qu'ils sont en train de dire, s'ils le savaient, je pense qu'ils n'auraient pas quitté le pouvoir. D'accord. C'est ça. Je vous rappelle juste une seule chose. Le commerce qui était le plus prisé en 2011 était le commerce de la bougie, avec justement ces coupures intempestives d'électricité. Aujourd'hui, notre pays est stable sur beaucoup de plans. Sergueï vous interpelle sur l'eau. Sergueï vous interpelle sur l'eau. Non, il n'y a plus de crise de l'eau. Il s'est très bien lavé, il a bu de l'eau et je crois qu'il n'y a pas de crise de l'eau au Sénégal. Et dans quelques mois, les Sénégalais boiront de l'eau de mer et c'est fabuleux. Avec la désalinisation. Il faudrait que les gens mettent le Sénégal à aller de l'avant. Parce que le Sénégal... Un seul mot, Sarah Sall, rapidement. Qui a droit de citer. Non, moi, ma conviction est faite depuis longtemps. C'est que les Sénégalais ne feront pas un suicide collectif en 2019. Parce que malgré tout ce qu'on a dit sur ce plateau, malgré le beau discours tout à l'heure qui nous a été servi, les Sénégalais vivent des réalités très têtues et difficiles. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, voilà, le temps est, voilà, le temps est. C'est ce que tu as fait, je suis capable de voilà faire. maintenant. Voilà, merci. Non, tu me laisses terminer. Tu me laisses terminer. Le temps. Tu me laisses terminer. Maintenant. Non, tu me laisses terminer. Tu me laisses terminer. Tu sais ces gens-là, ils pensent que les gens vont. Voilà, maintenant. Nous allons clôturer ce débat. Maintenant. Il n'y aura pas de suicide collectif. Nous allons clôturer le débat. Parce qu'en fait, voilà, le temps qui nous est imparti étant épuisé, je vous remercie largement. Un débat que nous avons animé avec beaucoup de difficultés vu donc le vide qui nous entoure aujourd'hui avec la disparition du PDG de Walfadjri, le président Sidi Lamine Niasse. Un homme courageux, un homme dévoué, un homme de défi qui a beaucoup travaillé pour ce pays et c'est une perte énorme pour le monde entier. Et c'est pourquoi nous avons eu beaucoup de difficultés ce soir à animer ce débat. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.